Sa fille a détruit le monde. Eh bien oui, il s'agit de la fille de notre protagoniste nommée Seola qui a conduit l'humanité à sa perte. Et c'est dans cette ambiance glaciale et gore que notre héros demande à sa fille pourquoi a-t-elle fait cela. Si faible, Lee Seo-jun, dit Seola, en demandant de plus à notre protagoniste si c'était maintenant qu'il se décide à en faire agir comme son père. Ou bien c'est parce qu'il est venu la traquer qu'il est maintenant désolé. Serait-ce une excuse pour un chasseur? Intérieurement, Seo-jun, notre héros, est triste. Car il sait que sa fille ne changera pas d'avis. Et à ce moment-là, une personne demande à Seo-jun d'abandonner. Car Seola n'est plus sa fille, mais un monstre. Il s'agissait d'un vieillard surnommé le saint de l'épée. Malgré cela, notre protagoniste refuse. Parce que selon lui, elle n'est pas un monstre, mais plutôt sa fille. Parallèlement, le saint de l'épée affirme qu'il ne le forcera pas à prendre part au combat s'il ne le veut pas et lui ordonne donc de reculer. Cependant, notre héros est bien décidé à rester auprès de sa fille, quitte à en mourir. Qu'est-ce que cela signifie? Mes excuses, saint de l'épée. Je ne suis pas venu ici pour traquer ma fille. Au contraire, je suis venu pour la protéger. Elle va mourir. Vous devrez me tuer d'abord. Notre protagoniste sait qu'il a échoué dans son rôle de père et qu'il n'est pas utile à sa fille ou au sein de l'épée pour le moment. Cependant, même si c'est ici qu'il meurt, il ne peut pas laisser sa fille se faire tuer sans rien faire. C'est alors que le combat de notre protagoniste contre le sein de l'épée prend fin sur la défaite tragique de notre protagoniste à la victoire du sein de l'épée. C'est Et à ce moment-là, sa fille entra dans une colère noire au point d'en pleurer. Car même si Seo-jun est un très mauvais père, c'était quand même son papa à elle. Sur le coup, un message apparaît, informant à tout le monde que la quête finale de la Terre a commencé. Et l'objectif est bien sûr d'éliminer la sorcière Lee Seola. Du côté de notre protagoniste qui voyait la mort l'emporter tranquillement, il est désolé pour sa fille et si seulement il pouvait tout recommencer à zéro. Un message apparaît, l'informant que sa quête unique a commencé. Cette quête est de changer le futur et donc sa régression commence. Le faisant ainsi remonter le temps de plusieurs années jusqu'à ce que la régression ne soit terminée. Il est 12h15 et Seo-jun se réveille dans son lit. Cependant, il se demande après s'être levé pourquoi il est là. Il se souvient pourtant très bien avoir perdu la vie sur le mont. Et la première chose qui lui vient en tête est Seola. Donc il prend son téléphone et à sa grande surprise, il est en 2025. Mais encore, dès qu'il aperçoit son reflet sur son miroir, il est clairement plus jeune qu'avant sa mort. Non, c'est impossible. Il ne peut pas être revenu dans le passé. Et c'est quoi cette notification de quête à l'instant? Soudain, une personne cogne à la porte. C'est une voix féminine qui l'appelle en lui demandant s'il est là et en ajoutant que c'est elle, Yoo Eun-hee. Est-ce possible qu'elle attende un instant? Il arrive. Il se précipite alors vers la porte pour ouvrir et à sa grande surprise, qui voilà, son ex-petite amie. Le saluant et demandant à une petite fille très mignonne de saluer son père. Il s'agissait en effet de Seola à l'âge de 5 ans. Bonjour. Et bien sûr, un message apparaît, ordonnant à notre protagoniste de prévenir les 5 malheurs de Lee Seola. Dans sa vie antérieure, il avait vécu un scénario similaire où Eun-hee lui présentait leur fille. Mais ce jour-là, il a été vraiment horrible avec eux, au point de ne même pas écouter ce que lui disait Eun-hee. D'ailleurs, même il ne considérait pas Seola comme sa fille et voulait un test ADN pour le nier. Papa, ne me laisse pas. Il les a tourné le dos tellement froidement à cette époque. Et là, il comprend réellement qu'il était un déchet. Mais avant tout, cette quête nommée les 5 malheurs de Seola l'intrigue. Il se demande si c'est vraiment cette petite fille qui va détruire le monde dans le futur. Ça signifie alors que beaucoup de mauvaises choses lui sont arrivées. Mais il ne sait pas quels malheurs vont causer la perte des pensées de sa fille. Cependant, maintenant qu'il y pense, il n'avait fait aucun bon souvenir avec elle depuis la première fois qu'il l'a vue. Pas seulement avec le fait qu'il ne savait pas qu'il était son père, mais il a amené Eun-hee qui prenait soin d'elle toute seule à la mort. Et après ça, il a pris soin de Seola, mais il était toujours rempli de culpabilité. De plus, il travaillait tout en ayant un tas de dettes.
Donc sa fille a été laissée dans un environnement sans aucune attention et donc la raison pour laquelle elle est devenue une sorcière était sans doute lui. Une enfant qui n'avait même pas le droit de l'appeler papa. En repensant à tout cela, Seo-jun s'est senti extrêmement coupable au point de serrer ses mains comme s'il était en colère. Et donc Eunhye le prend d'une autre manière et lui dit qu'elle sait que c'est soudain et difficile à croire. Mais avant même qu'elle ne puisse terminer ce qu'elle avait à dire, notre protagoniste affirme haut et fièrement qu'il la croit. Mais par-dessus le marché, il semble très content de les voir, particulièrement Seola. Ma fille. Oui. Parallèlement, Eunhye s'envoie et Seo-jun les invite à rentrer à l'intérieur car leurs jambes ont dû sûrement les faire mal à force de marcher jusqu'à chez lui. Je vous escorte à l'intérieur, princesse. Ok. Plus tard, à l'intérieur de l'appartement de notre protagoniste, Eunhye pense qu'il a changé parce que lui, un gars qui a toujours été désordonné, a rangé sa chambre. De plus, il joue avec Seola et même s'il doit être maladroit puisque c'est la première fois qu'il la rencontre. Et donc, elle se décide à enfin lui parler en faisant la remarque qu'il avait beaucoup changé. Donc, notre héros affirme que tout le monde change une fois le temps passé. Enfin bref, il demande à celle-ci pourquoi elle a gardé l'existence de leur fille secrète jusqu'à maintenant. Du coup, elle lui explique qu'ils se sont séparés en très mauvais termes. Puis après, elle a su qu'elle était enceinte de Seola lors de son service militaire à lui. De plus, au début, elle pensait l'élever seule, mais elle est venue à cause de quelque chose qui ne marchait pas pour elle. Alors Seo-jun lui demande ce qui s'est passé et elle lui répond qu'un accident s'est produit. Donc elle n'a nulle part où aller parce que sa maison a été détruite. Enfin, elle ne lui demande pas de prendre ses responsabilités puisque c'était son choix de donner naissance à leur fille. Mais alors quoi? Demande notre protagoniste. Du coup, elle lui demande une faveur, celle de la laisser elle et Seola rester chez lui quelque temps. Et bizarrement, notre héros est d'accord. Cependant, sa maison n'est pas si grande que ça. Mais s'il se débarrasse des choses dont il n'a plus besoin, ça devrait suffire. Seulement, où sont ses affaires? Et Eunhye répond qu'ils sont à l'extérieur. Donc il décide d'aller les chercher. Donc pendant ce temps, cette dernière est encore plus choquée par les actions de Seo-jun et le trouve tout simplement bizarre. Car oui, Lee Seo-jun n'est pas simplement un homme qui aurait laissé passer quelque chose comme ça. C'était en fait un fauteur de troubles immature. Honnêtement, elle est venue préparer à entendre des mots durs venant de lui. Eunhye? Oui? C'est un peu soudain à entendre, mais tu sais à propos de nous, devrait-on nous marier? La goutte de trop pour elle qui se demande ce qui s'est vraiment passé durant le temps où ils ne se sont pas vus. Et bien sûr, comme on peut s'en douter, elle est très abasourdie. De plus, il a cru immédiatement que Seola était sa fille et les a fait rentrer sans hésitation. Et enfin, cerise sur le gâteau, il la demande en mariage. C'est vraiment bizarre. Du côté de Seo-jun, il pense que s'il ne le dit pas maintenant, il pourrait le regretter. Il doit prendre ses responsabilités pour ce qu'il leur a fait. Et bien qu'il ait le cœur pour fixer tout ça maintenant, le temps et le vide qui est venu après la mort de Eunhye l'a fait réaliser à quel point elle est importante pour lui. Enfin bref, Eunhye lui annonce qu'elle est venue parce que les choses n'allaient pas bien pour elle et non parce qu'elle avait encore des sentiments pour lui. Quant à notre protagoniste, il avoue qu'ils sont partis sur de mauvais termes et que ça serait étrange si elle avait encore des sentiments pour lui. Pareil pour elle qui est vraiment perturbée. Enfin, pour conclure la conversation, elle lui avoue qu'elle lui est reconnaissante pour les avoir accueillis à bras ouverts. Mais ils parleront de ça plus tard. Très bien. Faisons ça. Il s'attendait bien sûr à ce qu'elle réponde comme ça. Mais il n'est pas trop tard pour gagner sa confiance étape par étape. Il fait désormais nuit et pendant que notre protagoniste fait la vaisselle, il demande à Eunhye si elle a pensé à un plan pour s'occuper de l'éducation de Seola, mais elle peut tout de même compter sur lui. Sur le coup, elle lui dit qu'elle a pensé à quelque chose. Elle va rentrer dans une guilde. Soudain, Seo-jun se fige parce que oui, c'est l'un des 5 malheurs de sa fille. Je vais devenir chasseur. C'est pourquoi je te demande de prendre soin de Seola. Cependant, n'est-ce pas un développement sans précédent? 25 ans plus tôt, c'est-à-dire 10 ans avant le présent, la réalité s'est déchirée dans tous les pays du monde. Une catastrophe sans précédent. Tout type de monstres sont sortis de la faille dimensionnelle, ce qui a provoqué la fin du genre humain et la destruction de la vie humaine. Mais des humains ont survécu. Ces personnes ont utilisé le mana qui se répandait de la faille et l'ont adapté pour acquérir des capacités spéciales. Et ces gens qui pouvaient tuer les monstres qu'on pensait impossibles à abattre auparavant se sont fait appeler chasseurs.
Par une belle journée d'été, on retrouve Eunhye en face d'un grand building. Mais pour comprendre ce qu'elle fait là, revenons dans le passé, ou plus précisément la nuit dernière. Elle avait en effet présenté le contrat qu'une guilde l'avait proposé à Seo-jun. Celui-ci qui d'ailleurs lui demande si elle l'a signé. Mais heureusement, ce n'est pas encore le cas. Cependant, elle pense que les bénéfices et la prime de contrat sont très bonnes. Donc elle va probablement le signer. Malgré cela, notre protagoniste l'explique qu'il se trouve que les contrats de chasseurs sont toujours bourrés de lacunes. Et donc plusieurs guildes en prennent avantage. Il ajoute que c'est le moyen pour les guildes de s'enrichir. Il est donc préférable de ne pas signer un tel contrat. Cependant, Eunhye n'a vraiment pas envie d'abandonner au vu de sa difficulté financière. Du coup, notre protagoniste lui dit de foncer. S'il n'y a pas de problème avec, autant le faire. Malgré cela, s'il y a quelque chose de suspect comme il l'a mentionné, autant le laisser lui montrer les ficelles du métier. C'est alors que Eunhye, encore une fois, pense qu'il a changé. Parce qu'il se comportait comme un enfant quand ils étaient sur le point de rompre. Papa et maman ne vont pas dormir? Maman et papa ont besoin de parler de quelque chose. Donc nous irons nous coucher après toi, Seola. J'espère que tu feras un beau rêve pendant que nous serons éveillés. Ok, bonne nuit. Waouh. Je pense qu'il est un père après tout. De retour dans le présent, nous sommes désormais dans une boutique de glace où on retrouve Seola qui ne peut s'empêcher d'avoir l'eau à la bouche devant d'aussi bonne glace. Parallèlement, on a son papa adoré qui lui demande quelle saveur elle aimerait. Ce qu'elle répond par chocolat. Puis-je avoir le moment est un alien dans un cône normal s'il vous plaît? Intérieurement, Seo-jun sait quelle guilde a contacté son ex et il connaît les méthodes qu'elle utilisait à cette époque. En gros, ils attirent les chasseurs avec la prime de contrat et les ramènent à la guilde, puis en font des esclaves grâce à des dettes énormes. Avant son retour dans le passé, cette méthode l'a fait cumuler beaucoup de dettes et donc il a passé sa vie sur le champ de bataille pour les rembourser. De plus, Eunhye était dans le même cas. Elle a été sous la pression de sa guilde toute sa vie et est morte avant même d'avoir pu découvrir son temps. Et finalement, il en conclut que la mort d'Eunhye est probablement un des 5 malheurs de Seola. Hein? Seola, qu'est-ce qu'il y a? Papa, maman et un alien? À la sortie du magasin, Seola était toute contente et dit à notre protagoniste que le nom de toutes les glaces était très drôle et combien elle adore les glaces. Enfin, elle tend sa glace à son père et celui-ci lui demande si elle n'en a plus envie. Mais elle a juste envie de la partager avec son papa, dit-elle. Et bien sûr, comme à son habitude, Seo-jun ressasse le passé. Car oui, avant sa régression, il a été rarement appelé papa par Seola. Et ce à cause de la grande quantité de temps qu'il passait à l'extérieur. Il ne la parlait presque jamais. Enfin bref, laissant ses souvenirs dans un coin. Il l'a laissée seule même dans les moments les plus difficiles. Et même la première et la dernière fois où elle l'a appelé papa. S'il te plaît, sa voix, non, laisse-moi partir. N'est pas un souvenir des plus agréables. Seola! Maman, papa! Malgré tout ça, notre protagoniste vient tout juste d'apprendre que sa fille aimait la glace. Ça montre à quel point il a été un mauvais père et ça le fait réaliser le peu de temps qu'il a passé avec elle. En plus de l'objectif d'empêcher ses drames personnels, il veut se faire le plus de souvenirs possible avec Seola. Soudain, une alarme se déclenche là où il se trouvait et malheureusement, il reconnaît ce son. C'est celui qui sert à annoncer aux populations l'arrivée de failles imprévues. Mais normalement, le gouvernement calcule la localisation des fissures avant leur apparition et les chasseurs sont alors sur place avant même leur apparition. Cependant, cette sirène signale une brèche inattendue. Il y a vraiment peu de chances qu'une faille non prévue apparaisse et ce n'était pas non plus apparu dans sa précédente vie. Papa? Tout va bien, Seola. Accroche-toi à moi. Il compte courir jusqu'à sa maison et la théorie de l'effet papillon l'est soudain venue à l'esprit. Un battement d'aile d'un papillon créant une tornade. Eunhye, qui ne laisse jamais personne d'autre s'occuper de Seola, lui a soudainement confié. Et une fissure qui n'avait pas été détectée s'est ouverte. À tous ces moments, il était présent. Parce qu'il a changé le futur, quelque chose a été modifié. Mais... merde. Il n'a rien fait qui pourrait provoquer une ouverture de faille.
Suite à l'ouverture de cette fissure, un monstre en sort. Il s'agit du taureau démoniaque et donc tout le monde fuit, y compris Seo-jun et sa fille. De plus, il se dit que ce monstre ne lui aurait pas causé de soucis avant son retour. Mais désormais, il n'est pas différent d'une personne normale. Donc la seule chose qu'il peut faire, c'est fuir. Du coup, pendant leur fuite, ils sont très vite rattrapés par le taureau démoniaque qui manque de les écraser. Seola, est-ce que tu es blessé quelque part? Non, pas vraiment. Seola, écoute attentivement ce que je vais te dire. Cache-toi entre ces deux immeubles là-bas et ne sors pas avant que je te le dise, ok? D'accord. Après ça, notre protagoniste apprend malheureusement qu'il est ciblé par le monstre. Du coup, celui-ci s'apprête à charger sur lui. Alors désespéré, Seo-jun se jette sur un balai qui traînait là, la casse en deux, puis esquive le taureau qui fonçait droit sur lui d'un salto arrière avant de se poser à terre. Il a été capable de survivre grâce au mana dont il a enveloppé son corps. Mais il y a une limite à ça. Et même si ce n'est qu'un balai qui lui fait office de lance, il n'a d'autre choix que d'essayer. Tout en enveloppant le balai de mana et malheureusement, il n'a plus aucun moyen de s'enfuir dès à présent. Maintenant que les sirènes se sont éteintes, les secours arriveront dans 5 minutes. Donc s'il arrive à tenir plus longtemps, Seola sera en sécurité. Enfin, même si 5 minutes semblent court, il pourrait mourir dans ce laps de temps et quand bien même, il doit le faire. Et ce, même s'il doit assécher jusqu'à la dernière goutte de mana présente dans son corps. Et même si son corps est coupé en deux. Avant sa régression, il lui manquait la force pure pour devenir chasseur. Et donc à cause de ça, il a commencé à prendre du retard sur les autres. Et son anxiété a grandi jour après jour. Après avoir désespérément cherché un moyen de survivre, il a mémorisé des livres entiers sur les monstres. Et donc il connaît le point faible du taureau démoniaque qui n'est autre que ses yeux. Sur le moment, il lance alors le balai imprégné de mana de toutes ses forces car il ne veut pas laisser Seola vivre un enfer une seconde fois. Et pendant qu'il croit dur comme fer que son attaque ne marchera pas au vu de la faiblesse de son corps actuel, elle marche. Elle réussit à transpercer le monstre à l'œil droit. Mais bizarrement, son attaque n'aurait pas marché sans une entrave de glace qui avait cloué le monstre au sol. Cependant, il ne sait pas non plus qui l'a aidé, mais ça lui a permis de déstabiliser la bête. Malheureusement, un des bâtiments entre lesquels Seola était caché s'apprête à s'écrouler sur elle à cause du monstre désormais hors de contrôle. Seola! Maman! Seola, est-ce que tu es blessé quelque part? Tant mieux, c'est un soulagement. Papa! Et là, c'est la fin. Il s'écroule sous les yeux de sa fille qui se met à pleurer. Réveille-toi, Lee Seo-jun. Tu dois mettre Seola en sécurité. 5 minutes s'étaient écoulées, alors les secours étaient désormais là. Cette marque est... Je pense que je peux leur laisser le reste. Plus tard dans un hôpital, Eunhye débarque soudainement en hurlant le nom de notre protagoniste et de leur fille. En effet, elle se faisait un sacré mourant pour eux. Maman! Seola, tu vas bien? Je vais bien, mais... Tu es là? Seola n'est pas blessée, donc ne t'inquiète pas. Papa a tenté de me protéger et... Ouh! Est-ce que j'ai surréagi? Je peux marcher, tu sais. C'est juste une blague préparée par Seola et moi. Papa, t'as fait peur à maman! C'était juste une blague, tu sais. Oui, je pleure, idiot. À la fin de la journée, Seo-jun et Eunhye se retrouvent tranquillement dans le jardin de l'hôpital. Celle-ci remerciant notre héros pour avoir protégé Seola et celui-ci la rassurant qu'elle n'avait pas besoin de le remercier vu que c'est aussi sa fille. De plus, il demande à Eunhye comment elle se porte et cette dernière affirme qu'elle dort et que la grande-mère d'à côté lui a promis de veiller sur elle. En tout cas, il est soulagé car elle a dû avoir la peur de sa vie. Parallèlement, il voulait aussi savoir quelque chose à propos de leur fille. Quand il a affronté le taureau démoniaque, quelque chose d'étrange s'est passé. Et donc il n'arrête pas d'y penser à l'impression que quelqu'un a utilisé la magie de glace. Et bien sûr, il pense que cette personne, c'est leur fille, Seola. Hein? Eunhye, qu'est-ce qui t'arrive? Eh, tu penses que ça a du sens? Elle n'arrive même pas à dire le mot magie. Alors lancer un sort. Elle est juste une enfant, tu sais. Qu'elle lui regarde dans les yeux et lui dise que ce n'est pas leur fille. En est-elle vraiment sûre? Seo-jun, tu peux garder ça secret s'il te plaît? Elle est ma fille. Je ne ferai jamais quelque chose qui puisse la mettre en danger. Je te crois. Après tout, tu as été capable de me croire aussi.
La raison qui l'a poussé les Seola à venir vivre chez lui, qui est la destruction de leur maison, est sans doute due à Seola. C'est uniquement arrivé après qu'elle ait perdu le contrôle de ses émotions. Normalement, ça pourrait aller, mais si la rumeur se répand, elle a peur que Seola se fasse emmener pour devenir un cobaye de laboratoire. Heureusement, elle se fait rassurer par Seo-jun qui affirme qu'il la protégera à n'importe quel prix, car après tout, c'est sa fille. Entre-temps, elle lui demande s'il a déjà songé à ce que Seola ne soit pas sa fille. Du coup, il dit que c'est sa fille et qu'il ne parlera jamais de ça devant elle. Ce qu'il vient de dire à l'instant était une énorme contradiction par rapport à lui du passé qu'il n'a jamais reconnu. Et donc Eunhye lui dit qu'il a tout à fait raison avec un air satisfait et mignon à la fois, ce qui le fait carrément craquer. Lee Seo-jun, t'es en train de devenir fou? Tu avais 40 ans avant ta régression, alors que Eunhye en a 26. Pourquoi ton cœur bat pour une personne plus jeune que toi de plus d'une décennie? Concentre-toi, Seo-jun. Tu n'as pas le droit de ressentir ce sentiment. Ah, au fait, qu'est-ce qui s'est passé à la guilde? Et donc, elle fait savoir à notre protagoniste qu'elle a pointé toutes les fautes du contrat à la guilde et est partie après avoir dit qu'elle irait voir ailleurs. Alors j'ai dit ça, mais c'est pas comme si j'ai été contactée par beaucoup de guildes, donc je ne sais pas quoi faire. J'ai dit que j'allais t'aider. Fais-moi confiance, je vais te transmettre ma technique secrète. Ta soi-disant technique secrète. C'est ça ton secret? En effet, ils étaient devant un atelier de fabrication d'armes. Mais ne sont-ils pas généralement dans les magasins ou les boîtes de guildes? Demande Eunhye. Notre protagoniste réplique en disant que les prix en magasin sont exorbitants et il faut impérativement être membre d'une guilde pour utiliser les équipements de ces derniers. À l'intérieur, c'est tout simplement magnifique, orné de très belles armes jolies comme résistantes. C'est joli. C'est alors qu'ils se font accueillir par le propriétaire du magasin qui les demande qui ils sont. Bingo! Notre protagoniste sait dès à présent qu'ils sont au bon endroit car quand il était à l'hôpital, il a eu du temps pour mettre de l'ordre dans ses souvenirs d'avant son retour dans le passé. Une personne lui est venue à l'esprit. Il s'agit du forgeron qui sera connu comme le plus grand des forgerons dans le futur, Kang Sheol-hye. Bonjour monsieur, je suis aspirant chasseur Lee Seo-jun. Enchantée de vous rencontrer. Je suis également aspirante chasseur Yo Eunhye. Salut, je suis la fille de mon papa et de ma maman, Seola. Soudainement, le vieillard explose de rire en disant qu'il savait faire en salutation et se présente à son tour comme étant Kang Sheol-hye. Bref, sans plus tarder, notre héros aborde le sujet phare. Il aimerait comme arme une lance. Et quant à Eunhye, elle ne sait pas encore quoi choisir et préfère regarder avant de se décider. Après quelques minutes passées à papoter avec le vieux Sheol-hye, Seo-jun revient vers Eunhye en lui proposant comme arme l'arc. D'après lui, elle a beaucoup de concentration, une prise de décision rapide et elle ne manque pas de force. Donc c'est l'arme parfaite pour elle. Elle peut également prendre un arc d'entraînement pour voir, propose Sheol-hye. Mais non, Eunhye fait entièrement confiance à son ex-petite amie et décide de prendre l'arc. Attends, quoi? Enfin, il ne manque plus qu'à régler l'addition. Cependant, à cause des prix exorbitants, ils hésitent, particulièrement Eunhye. Mais notre protagoniste est prêt à prendre en charge les frais. En plus, il l'avait promis de la rendre plus forte. Je te rembourserai ma dette. Tu n'as pas besoin de faire ça. Je t'ai dit que je te rembourserai. Maman, Seola? c'est si cher. Je peux toujours moins manger s'il le faut. Ce n'est pas ça, Seola. Et donc, après avoir entendu Seola dire cela, Sheol-hye décide de leur faire une énorme réduction sur les prix, ce qui les permet de les avoir. À la sortie, tout le monde est satisfait. Ils pourront donc avancer dans le plan et Seo-jun propose à Eunhye d'aller se préparer dans un donjon. Une personne se déplace rapidement. Il s'agit d'Eunhye qui s'exerce au tir à l'arc dans une forêt et elle est plutôt douée. Soudain, elle imprègne son arc et sa flèche de son mana puis transperce un arbre. Sous les acclamations de Seo-jun et de leur fille qui venaient tout juste d'arriver. C'est alors que Seo-jun lui propose de faire une petite pause pour manger quelques tteokbokki, un plat coréen fait à base de galettes de riz courtes et épaisses avec une sauce pimentée. J'ai l'eau à la bouche.
Autour d'un bon plat de tteokbokki, Uni fait la remarque que cette forêt est un bon endroit pour s'entraîner parce qu'il n'y a aucune personne aux alentours et demande à notre protagoniste comment il a trouvé un endroit pareil. C'est alors qu'il affirme que c'est encore une de ses informations top secrètes dont il lui a parlé plus tôt. Mais en réalité, il connaît cet endroit car dans son ancienne vie, il avait utilisé ce même endroit pour s'entraîner. Et bien sûr, pendant 2 semaines, il a appris les bases à Uni ainsi que quelques techniques de combat et ils ont pu s'entraîner avant de rentrer dans le donjon. Enfin bref, dans tous les cas, il complimente une seconde fois Uni sur sa prouesse à l'arc et lui demande si c'est vraiment la première fois qu'elle en utilise un. En effet, avant sa régression, elle devait utiliser une épée à cause de la politique de la guilde dans laquelle elle se trouvait. Mais le maniement de l'épée n'a pas permis à celle-ci d'exprimer tout son talent. Et comme la plus grande des malchances, son épée s'est brisée lors d'un combat. C'est alors qu'elle a pris l'arc de son camarade décédé et c'est là que son talent a commencé à briller. Finalement, il lui demande comment son entraînement avec le mana avance. Et Uni lui répond donc qu'elle a essayé et que c'est une seule fois qu'elle a réussi et se demande si ses capacités actuelles suffiront pour aller dans un donjon. Maman, je peux le sentir, je vais t'apprendre. Sentir quoi? Le mana. Et donc, Seola montre à ses parents sa maîtrise exceptionnelle du mana. Néanmoins, Seo-jun lui dit d'arrêter car ça pourrait être dangereux. Bon, à part ça, ils doivent être très prudents et trouver une personne qui pourra s'occuper de leur fille pendant qu'ils seront dans le donjon. À propos de ça, il y a une idée. Donc, t'inquiète pas. Dans la même journée, on retrouve Seo-jun à genoux avec Seola qui se cache derrière lui. Il serait en face de son père qui a l'air très énervé à tout point de vue. Du coup, il demande à notre héros de qui est la fille derrière lui. Et celui-ci affirme qu'elle est de lui. Idiot, je te parlais de sa mère. Eh bien, il s'agit d'Uni. En effet, il s'en rappelle. Et donc, c'est pour quand le mariage? Demande le père. Je n'avais pas dit qu'elle a accepté. Quoi? Je t'expliquerai plus tard. Je suis là parce que j'ai une faveur à te demander. Seola, c'est ton grand-père. Je suis grand-père d'Aeon. Grand-père? Notre protagoniste voulait savoir si son père était d'accord pour s'occuper de Seola. Mais s'il ne le veut pas, il peut toujours aller voir ailleurs. Non, je n'ai jamais dit que je ne voulais pas le faire. Bon, après avoir réussi à convaincre son père de garder sa petite fille pendant un petit moment, Seo-jun retrouve Uni dans un magasin où ils en profitent pour recevoir un bracelet à l'accueil du magasin. Il s'agit d'une lampe à mana que Sheolei aurait offert à leur fille. Cependant, la lampe à mana n'est pas une pierre ordinaire. C'est une pierre qui s'illumine quand il y a du mana à proximité. Elles sont utilisées pour trouver des artefacts dans les donjons. Donc, elles se vendent à un bon prix. Et heureusement, Seola en a fait cadeau à son papa à son tour. Uni finit par demander à notre protagoniste si c'était uniquement sa seule raison d'être passé dans ce magasin. Mais non, il semblerait qu'il soit là pour autre chose. À ce moment-là, on entend des cris de filles un peu partout, criant à gauche et à droite, suite à l'arrivée d'un chasseur vedette, Sang Soo-yoon. C'est le chasseur qui fait connaître sa guilde grâce aux médias et grâce à son extraordinaire beauté. Il a maintenant une popularité digne d'une célébrité. Bref, constatons que Seo-jun n'est pas vraiment dans son assiette, Uni essaie de l'encourager. C'est bon, ta Nuna te protégera. Nous n'avons cul, ouais. On a le même âge. Malgré ça, il semblerait qu'il ne soit tout simplement pas ravi de voir la tronche de Sang Soo-yoon. Parce que c'est sa guilde des chevaliers qui a endetté la mère de sa fille et sans doute la femme de sa vie avant de la conduire vers la mort. A-t-on acheté tout ce dont on avait besoin? Combien de temps ça prend avant de réserver le donjon? Il nous reste un peu de temps. Instinctivement, Seo-jun, notre protagoniste, vérifie l'heure et il est 14 h pile. Et là survient une énorme explosion, suivie d'un tremblement de terre. Et bien sûr, il sait ce qui se passe. Suite à cette explosion, un énorme trou se forme autour du magasin. Et donc notre protagoniste ordonne à Uni de ne pas baisser sa garde, car ce n'est que le début. Le début, Uni ne sait pas de quoi parle Seo-jun et d'un coup, un message apparaît informant à tout le monde qu'un donjon a été créé. La quête spéciale commence et ils ont pour objectif de nettoyer le donjon grand magasin en ruine. On entend des cris de détresse à gauche et à droite dans le magasin devenu donjon. En plus, tout le monde est effrayé étant donné qu'ils sont piégés dans un maudit donjon. Il y a trop de monstres, on devrait y aller en premier. Attends, qu'est-ce que tu fais? Lee Seo-jun!
Tout en bas se trouvait un jeune garçon qui, sur le point de se faire dévorer, hurlait à l'aide. Ainsi notre protagoniste vint le protéger en éliminant le monstre. Il aille à côté de la sortie car les chasseurs devraient être bientôt là. Et quant à lui, il devrait rejoindre les autres chasseurs eux aussi pour que l'extermination soit plus simple. Concentrez-vous sur le combat, sinon la formation ne tiendra pas. Ah! Aidez-moi! Sauvez-moi! Sortez-moi d'ici! Ce bâtard! S'il vous plaît! Sauvez-moi! Quelqu'un! Heureusement, cette dernière se fait sauver par un chasseur, tout à l'étonnement de notre protagoniste qui semble la connaître et se demande ce qu'elle fait là. Il s'agit de Go-Hyeon, un chasseur qui a survécu jusqu'au dernier jour avant la régression de notre héros. Seulement, dans sa mémoire, elle ne devrait pas être présente là. Enfin bref, ce n'est pas le moment pour lui de penser à ça. Du coup, il propose à tous les chasseurs présents d'informer aux civils dans le magasin qu'ils vont former un front commun. Leur objectif est simple, ils doivent protéger les civils. C'est alors que tout le monde s'active et finissent par vaincre tous les monstres présents dans les alentours. C'est à ce moment-là que Soo-yoon remarque Eunhye. Il se rappelle bien d'elle car c'était à sa guilde qu'elle devait signer, mais a refusé au dernier moment. Soudain, il propose une poignée de main à cette dernière, en la félicitant et la remerciant pour son travail acharné pendant ce combat. Mais à sa grande surprise, c'est Seo-jun qui lui serre la main in extremis. Bonjour, mon nom est Lee Seo-jun. Oui, je suis Song So-young. Pendant qu'ils sont enflammés, une civile crie à l'aide pour qu'on sauve la vie de son fils. Après examination, notre protagoniste en conclut qu'il a reçu du poison d'araignée de terre. Il pourra le supporter grâce aux premiers soins, mais s'il n'est pas traité rapidement, il risque d'y passer. Ceci étant dit, il ajoute que la porte du donjon s'ouvrira uniquement après l'avoir terminé. Donc si eux, les chasseurs, vont tuer le boss... Je suis contre. En ajoutant que le donjon s'ouvrira naturellement d'ici 24 heures. Il ne préfère pas s'aventurer dans un donjon qui n'a pas été proprement évalué, donc il n'a aucune raison de les suivre. Malgré cela, il y a au moins une personne qui décide de suivre notre protagoniste et Eunhye dans cette aventure. Il s'agit de Go-Hyeon qui se présente. Suite à cela, Seo-jun sait désormais qu'il ne se trompe pas. Dans sa mémoire, elle avait nettoyé ce même donjon avec Soo-yoon. Oh, Young, je pensais que toi au moins tu serais différente de ces amateurs. Est-ce que tu souhaites mourir tant que ça? Song So-yoon, si, arrête de m'emmerder. De ce que je vois de tes compétences, je pense que tu n'aurais pas dû devenir chasseur. Alors, je pense que nous sommes tous prêts à partir. Commençons le nettoyage du donjon grand magasin en ruine. Après un long moment à marcher et à discuter, Hyeon propose de choisir un meneur pour asseoir une bonne stratégie et son choix se porte sur Seo-jun étant donné que pour elle, c'est un meneur exceptionnel. Un commando, voyant exactement ce qu'elle cherche à faire, c'est-à-dire évaluer ses compétences, notre protagoniste fait semblant de ne pas être intéressé mais finit par accepter. Ils sont enfin à la salle du boss et qu'est-ce qu'ils trouvent sur place? Un énorme slime. Un slime? C'est ça le boss? Comment le boss de ce donjon peut-il en être un? C'est un monstre d'entraînement pour les débutants. Ne le sous-estime pas, il reste un boss. Il est un peu gros, mais ça reste un slime. Débarrassons-nous-en. Je suis le commandant, écoutez-moi. D'accord. Il ajoute que les slimes réagissent aux vibrations du sol, donc de faire très attention à la descente. Pour Hyeon, c'est alors un jeu d'enfant, car elle a juste imprégné son corps de mana et est descendue directement. Contrairement à Eunhye et Seo-jun qui doivent utiliser une corde. Sauf qu'avant que Eunhye ne touche le sol, sa corde lâche, causant ainsi des vibrations une fois au sol. Eunhye, ça va? Oui, mais les vibrations. T'inquiète, il est gros, mais il est très lent. Le slime géant se dirigeait déjà à grande vitesse sur Eunhye pour l'éliminer. Mais heureusement, elle se fait sauver par notre protagoniste juste avant le choc. Soudain, le slime se métamorphose totalement, devenant un slime avec des os, un squelette et une tête. Attends, quoi? Cachés depuis un moment déjà, ils ont réfléchi à un plan d'attaque. Et donc le rôle de Hyeon est de détourner l'attention du slime, vu que de toute évidence, elle est la seule à faire vibrer le sol avec son mana. Du coup, elle s'élance à toute vitesse sur le monstre. Et si c'est une bataille d'endurance? Je suis sûre de gagner. Cette chose essaye de briser notre couverture, mais elle ne peut pas s'approcher de l'endroit où nous sommes. Ça veut dire qu'il a une grande zone d'attaque, mais qu'il ne peut pas bouger d'ici. C'est pas différent d'une fourmi prise au piège. Si j'arrive à trancher ça et à révéler ce qu'il y a à l'intérieur,
Cette technique, c'est... Coupe absolue. Hee-yeon se met en position. Respire un bon coup, les yeux fermés, puis une fois les yeux à nouveau ouverts, elle se dirige vers le monstre. Coupe toutes ses attaques et s'apprête à lui donner le coup de grâce. Mais malheureusement, si on parle de Hee-yeon avant le retour dans le temps de notre protagoniste, elle pouvait trancher en 1000 morceaux ce monstre sans problème. Cependant, l'actuel Hee-yeon a des lacunes dans ses compétences de chasseur et d'épéiste. Oh merde, c'est trop épais. En plus, ça fait fondre mon épée. À ce train-là, c'est trop tard pour moi d'esquiver ou de contrer. Sa régénération est bien trop rapide. D'après l'état de mon épée, je pense pas tenir très longtemps. Oh, c'est trop tard pour contrer. Heureusement, notre protagoniste arrive pile à temps pour la protéger grâce à sa lance et à une bouteille d'huile. C'est... de l'huile? Seo-jun lui fait savoir que pour ce slime, c'est plus dur de s'approcher de son noyau et il a un taux d'acidité plus élevé que les slimes normaux. Donc ils doivent se débarrasser de sa membrane extérieure et laisser apparaître celle intérieure. Hélas, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et on dirait qu'ils ne peuvent plus faire durer le combat, rajoute Hee-yeon, en remerciant notre protagoniste pour son aide. Mais celui-ci préfère qu'elle le fasse plus tard, vu qu'ils doivent vite s'en aller. Je pense qu'il est énervé parce que je l'ai embêté, je suppose. Alors, qu'est-ce que je dois faire? On a renversé cette huile sur lui, mais on peut pas s'en approcher tant qu'il se comporte comme ça. Ah, à propos du feu, j'allais... Go-Yeon à ta gauche! Merde, je n'ai pas été assez vigilant. Il ne sera pas entièrement capable de bloquer à cause de son épée. Soudain, une flèche de mana est tirée en direction du slime, ce qui le fait prendre feu, grâce à l'huile que Seo-jun avait versée plus tôt. Il s'agissait de Hyunhye qui en était à l'origine. Comment elle a eu cette idée? Eh bien c'est simple, c'est Seo-jun qui l'avait demandé de les couvrir au cas où ça tournerait mal. Elle n'aurait juste qu'à imprégner sa flèche de mana pour l'envoyer sur le monstre lorsqu'il sera imbibé d'huile. Même si elle n'était pas sûre d'y arriver au début, notre protagoniste a su l'encourager. Étant consumé par les flammes, le monstre voit son manteau de slime se défaire pour laisser apercevoir clairement son cœur. Du coup, c'est le bon moment pour tout le monde d'attaquer. Pendant que Hyunhye continue à attaquer le boss avec ses flèches de mana, notre protagoniste Hee-yeon l'attaque au sol, tout en s'approchant rapidement de son cœur. Une fois proche, Seo-jun bondit et détruit finalement le cœur. À l'extérieur du grand magasin, des journalistes y sont présents, ainsi que les proches des personnes piégées dans le donjon, y compris Seola et son grand-père. Celui-ci se rappelle alors du moment où son fils les avait laissés, lui et Seola, en disant qu'ils allaient dans ce nouveau magasin appelé Dorian. Le vieux était désormais mal et s'inquiétait pour son enfant et sa belle-fille. Soudain, le donjon s'ouvre. Les journalistes annonce la sortie de civils et bien sûr du chasseur Song Soo-yoon. Et parmi tous ces gens, Seola réussit à repérer ses parents et le montre à son grand-père. Papa, maman! Seola! Et donc ils enlacent leur fille tout à l'étonnement de Hee-yeon qui demande à Seo-jun qui est cette petite fille ultra mignonne. C'est alors qu'il lui avoue qu'il s'agit de leur fille à lui et à Hyunhye. Et tout de suite après, elle a le coup de foudre pour Seola tellement elle la trouve ultra mignonne qu'elle a envie de lui faire un cadeau. Enfin bref, leur fille les annonce qu'elle est venue avec grand-père qui se trouve dans la foule. Et au vu de son expression faciale, Seo-jun peut dire à l'avance qu'ils vont avoir une discussion mouvementée tout à l'heure. J'avais peur au début parce que ça faisait mal, mais ça ne fait plus mal parce que Young et Nana, ils m'ont sauvé. Les chasseurs sont promis à de grandes carrières, mais il y a une raison pour laquelle ils sont si bien payés. Ils ont un traitement spécial car ils mettent leur vie en jeu. Le vieux Jae-won avait des doutes, mais dire que les deux sont chasseurs. Ils ne sont pas des chasseurs officiellement, mais vu qu'ils ont nettoyé un donjon, ils le seront bientôt. En plus, il ne sait pas s'il doit être triste ou heureux à propos de ça. Et donc il leur demande ce qu'ils comptent faire de Seola pendant qu'ils seront dans des donjons. Et tant bien même on pourrait croire le contraire, il est prêt à s'en occuper, car après tout, c'est sa petite fille. Ce qui fait énormément plaisir à notre protagoniste, et au passage son père en profite pour inviter Hyunhye dans sa chambre car il aimerait parler avec elle en privé. Dans la chambre du vieux, celui-ci fait savoir à cette dernière qu'il ne veut pas lui mettre la pression avec le mariage. Mais est-ce qu'elle n'aime plus Seo-jun?
Ce qu'elle répond en disant qu'il y a encore des chances que ça marche entre eux, en repensant à comment il les a bien traités jusqu'à présent. Sur le coup, le vieux espère que ça marchera entre eux en disant que c'est désormais à son fils de la séduire à nouveau et fait remarquer à Eunhye qu'il a eu vent de sa situation et la félicite car elle a fait beaucoup par elle-même. Du coup, elle a un petit flashback de tout ce qu'elle a vécu depuis la naissance de Seola jusqu'à maintenant. Après sa rupture avec notre protagoniste, elle avait décidé de garder leur enfant. Elle pensait aussi pouvoir l'élever seule, mais ce n'était pas facile entre tous ces petits boulots. Et elle avait même songé à contacter Seo-jun plus d'une fois. Mais elle s'est dit qu'elle pouvait le faire elle-même. Sauf que plus le temps passait, plus elle envisageait toujours de le contacter, surtout dans les moments critiques. Mais elle a pensé qu'il était trop tard. Et même après la première apparition de pouvoirs magiques chez leur fille, elle pensait pouvoir toujours la protéger seule. Promets-moi que tu ne montreras tes pouvoirs à personne d'autre que maman. C'est comme une promesse secrète? Oui, c'est vrai. Un secret entre maman et Seola. De retour dans le présent, elle fond en larmes devant le père de notre protagoniste qui la réconforte en disant qu'il sait que Seola est sa fille, mais c'est aussi la fille de Seo-jun et sa petite fille. Donc il espère qu'elle pourra se reposer sur eux sans essayer de tout faire par elle-même. Eunhye peut le dire à lui et à Seo-jun si quelque chose ne va pas et le vieux Jae-won est sûr que son fils pense pareil. À sa sortie, Seo-jun et Seola sont choqués de la voir en larmes. Mais le vieux les rassure qu'il n'a rien fait et bien sûr elle confirme les dires de son père. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire tous les deux maintenant? Demande le père. Et alors Seo-jun affirme qu'ils vont se préparer pour passer l'examen de licence des chasseurs. Ouh, il fait froid! Il n'y a personne ici? Hein? Est-ce que ça pourrait être... Pourquoi tu fais ça? Pourquoi ne m'as-tu pas sauvé? À ce moment-là, rien n'est venu en tête à notre protagoniste. Qu'il soit physiquement capable de parler ou qu'il n'ait pas trouvé d'excuses, il n'y a rien qu'il pouvait faire à part regarder Seola. Je suis misérable, pas vrai? Je te déteste, Lee Seo-jun! Wow! Il est réveillé par la voix de sa fille. Il avait cauchemardé. En effet, celle-ci lui dit de se réveiller. En plus, le soleil est passé pour dire bonjour. Et là, il demande à Eunhye s'il a vraiment dormi si longtemps que ça. Et donc, Eunhye lui dit de prendre une douche et de venir manger. Puis après se reposer parce qu'aujourd'hui, il n'a pas le droit de s'entraîner. De plus, il était agité la nuit dernière. Aurait-il fait un rêve? Un rêve? Mais il ne s'en rappelle plus du tout. Enfin bref, alors qu'il consulte son solde bancaire, il ne lui reste plus que 320 000 won. Et donc il s'inquiète vu qu'il commence à manquer d'argent. Une fois qu'ils auront passé l'examen de chasseur, ils n'auront plus à s'en soucier. Mais ça va être dur en considérant les dépenses qu'il leur reste à faire avant l'examen. Mais que font-ils tous les deux? Eh bien, une Seola thérapie. Être allongé sur un matelas moelleux avec sa chère Seola. Que pourrait-il demander de plus? Qu'il se lève. Ils ont mangé il n'y a pas longtemps que ça. Soudainement, les deux reçoivent une notification sur leur téléphone. Et quand Seo-jun ouvre le message, il aurait reçu 1 million de won par Go Hee-yeon. Et bizarrement, Eunhye a eu le même versement. Sur le coup, la première chose qu'ils font, c'est d'appeler la concernée Hee-yeon pour lui demander d'où vient cet argent. C'est alors qu'elle affirme que c'est pour leur contribution à la fermeture du donjon grand magasin, ou plutôt l'argent gagné après la vente du loot. Elle ajoute que vu qu'ils n'ont pas de licence ni de guilde, c'est normal qu'elle s'occupe de ça. Le loot? C'est quand tu collectes les matériaux et les fragments de monstres. Ah, Oppa est là aussi? Oppa, t'as aussi reçu l'argent? Ces monstres n'étaient pas rares, donc tu n'as pas dû recevoir beaucoup. Donc Seo-jun intervient en disant que quand même, 1 million de won c'est énorme. Et là, Hee-yeon les informe que les chasseurs ayant une licence en tirent beaucoup plus. Aussi, elle les demande s'ils savent que l'examen de chasseur se tient dans pas longtemps. Et ils répondent que justement, ils vont y participer. L'examen de chasseur. Cet examen a pour but d'évaluer le niveau des chasseurs débutants et pour les autoriser à devenir des chasseurs à part entière. Du coup, si l'un d'entre eux réussit l'examen et obtient sa licence, il ne gagne pas seulement le droit de chasser, mais aussi des droits comme recevoir des loots. Mais sont également reconnus comme chasseurs officiels. Enfin, voilà le topo. Et Hee-yeon insiste pour qu'il l'informe lorsqu'ils sont prêts, car elle viendra s'occuper de Seola. Du coup, ils acceptent.
Sinon, l'actuelle Go Hee-yeon est vraiment différente de celle des souvenirs de notre héros. Aurait-elle d'autres motivations, comme vouloir les recruter dans sa guilde? C'est assez tentant. Ils sont une des guildes les plus influentes de Corée après tout. Bref, ils n'ont plus à s'en faire pour leurs dépenses. On a du temps avant l'examen. Donc allons... Seola. Allons au magasin de vêtements. Au lieu de rendez-vous pour passer l'examen, Seola est confiée à Hee-yeon. Et pendant que ses parents s'en vont pour passer ce test, Eunhye demande à Seo-jun si tout va bien, parce qu'il a passé tout son temps à s'entraîner et donc n'a pas révisé pour la partie écrite du test. Malgré ça, il semblerait que celui-ci soit vraiment confiant, tout simplement parce qu'il a toujours fait un score parfait à l'écrit avant sa régression. Mais malheureusement, à cause de son manque de force, il a toujours échoué au second test. Et quand il a finalement eu sa licence après plusieurs essais, il en est sorti comme s'il avait échoué. Ce qui est assez pour savoir ce qui s'est passé. Bon, il voit bien que Eunhye s'inquiète beaucoup pour lui et ça pourrait la faire stresser. Du coup, il propose un pari. Celui qui a la meilleure note à tous les tests entre les deux gagne le droit à un vœu. Peu importe ce que c'est, le perdant devra le réaliser au gagnant. Bien évidemment, il ne faut pas le dire deux fois pour que ça motive cette dernière qui déstresse immédiatement. Sur ce, les préparatifs ont officiellement commencé pour empêcher les malheurs de Seola. Cependant, si elle traverse tous ces 5 malheurs dans le futur, Seo-jun se mettra à genoux pour empêcher la mauvaise fortune qui la guette s'il le faut. Tout ça pour être sûr qu'elle puisse garder son sourire. Dans la maison de l'épée Goryeo, une personne informe au maître de guilde que l'examen de chasseur dont il lui a parlé va bientôt commencer. Du coup, il est d'accord pour y aller. Cependant, une voiture serait beaucoup moins rapide pour l'y emmener. Il préfère marcher. Attends, quoi? Ce maître de guilde que tu crois complètement siphonné n'est autre que le sang de l'épée. De retour à l'examen de chasseur, ils ont passé leur premier test. Et donc Eunhye et Seo-jun participeront au deuxième test sans trop de soucis. Un des examinateurs leur explique alors que pour réussir ce second test, il suffit de vaincre des monstres artificiels dans le temps imparti. Et ajoute qu'il y a beaucoup d'agents de recrutement envoyés par des guildes dans la salle d'observation. Et c'est donc une opportunité en or pour les participants de se faire repérer grâce à leurs compétences. Donc vu que personne n'a de questions à poser, le test va enfin pouvoir commencer. Et malheureusement pour les candidats, au bout de quelques combats, eh bien les agents de recrutement sont déçus. Tout simplement parce qu'il n'y a personne sorti du lot. Soudain ils aperçoivent le sang de l'épée dans la salle d'observation et en sont surpris. Tout simplement parce qu'ils n'ont jamais vu dans la salle auparavant. Si vous vous demandez qui est ce sang de l'épée, eh bien il s'agit en réalité du premier chasseur à avoir fait son apparition et sauvé le monde de la destruction le jour où la première faille a été détectée. En plus, il est le leader de la guilde mondialement connue sur le nom de Maison de l'épée Goryeo. Et il est aussi doué que célèbre, car quand les chasseurs sont au pied du mur, c'est lui qu'on appelle en premier. Enfin, le moral des recruteurs est au plus bas, car s'il y avait un participant talentueux, il le recruterait directement. À ce moment, Hee-yeon entre dans la salle d'observation en faisant coucou à son grand-père. Car oui, le sang de l'épée est son grand-père. Du coup, un peu choqué, celui-ci demande à sa petite fille qui est l'enfant qui l'accompagne. Et donc, Hee-yeon lui répond qu'il s'agit de la fille d'un des candidats qu'elle connaît et qu'elle garde pendant un moment. En effet, c'est bien de Seola qu'il parle. Père Noël? Je suis le saint de l'épée, pas le Père Noël. Je vois. Seola et Seola. Après cette petite discussion, Hee-yeon demande à son grand-père ce qu'il pense des participants. Et il répond qu'ils sont tous nuls, à l'exception de celle qui vient de terminer qui n'était pas mal. Il s'agissait de Eunhye qui a réussi le test avec un temps de 16 secondes. Suite à sa victoire, c'est au tour de Seo-jun de passer son test. À son arrivée, il se contente tout juste de rester figé avec une seule position, tandis que le monstre artificiel fonce sur lui. En salle d'observation, les recruteurs trouvent qu'il est paralysé par la peur et le sous-estiment. Contrairement au sang de l'épée qui pense que notre protagoniste analyse plutôt la situation et son adversaire en même temps.
Du côté de notre héros, plus que serein, il esquive l'attaque du mannequin avec une habileté remarquable. Et heureusement pour lui, il a des informations importantes qui le permettront de gagner. Simplement parce qu'il connaît la faiblesse de ce mannequin grâce à l'un de ses examens avant sa régression. Justement, cette faiblesse est un espace entre les jointures de son armure. Du coup, il esquive plusieurs autres attaques du monstre avant de planter sa lance dans l'espace entre les jointures, fait péter la coque qui s'y trouvait et enfin fait sortir le cœur du mannequin, tout à l'étonnement des recruteurs, du sang de l'épée et de Hee-yeon. Après avoir fait cela, le monstre se détruit instantanément et notre protagoniste a explosé le score. Suite à ça, le sang de l'épée est surtout époustouflé par la prestation de Seo-jun au point de le traiter de talentueux. Autour d'un bon repas, Hee-yeon les félicite pour leur réussite au deuxième test de l'examen et elle a bien sûr tout payé en tant que repas de félicitations. Et quand Eunhye essaie de jouer les modestes, cette dernière insiste car c'est cadeau. De plus, elle aimerait traîner encore plus avec Eunhye quand elle sera chasseur. En y réfléchissant, notre protagoniste pensait qu'elle essayait de les recruter. Mais finalement, ça semble le contraire. Bizarrement, pour chaque bonne action, même s'il se sent redevable, il a toujours l'impression qu'il y a des motivations ultérieures. Ce n'était pas juste parce qu'il a vu tous les côtés de Hee-yeon avant sa régression, mais parce qu'elle est la petite fille du sein de l'épée. Donc en y pensant, c'est comme si elle n'avait aucune intention cachée. Il doit sûrement dramatiser, se dit-il. Sûrement pas, car elle a vraiment quelque chose à lui demander. Et tout ce qu'elle veut, c'est savoir où elle peut trouver les armes qu'il porte avec Eunhye. Mais ça veut dire que s'il présente Sheol à Hee-yeon, elle va sûrement laisser son grand-père le contacter. Une rencontre entre la première génération, le premier chasseur le sang de l'épée et le prochainement mondialement connu Kang Sheol, le forgeron noir. Mais c'est quelque chose qui augure plus de changements dans le futur. C'est froid. Ne sois pas surpris. Tu avais une conversation importante? Eh bien, notre héros a finalement présenté Sheol à Hee-yeon. Celle-ci voulait changer son arme et elle était curieuse de savoir qui avait fabriqué les leurs. Seo-jun était un peu inquiet à cause de l'effet papillon, mais ses inquiétudes sont passées au second plan. En plus de ça, Go-hyeon est... C'est une personne, pas vrai? Quand il avait entendu sa requête, il était rempli de doutes et d'inquiétudes. Mais comme le dit Eunhye, Hee-yeon est une très bonne personne. Jusqu'à maintenant, elle ne montre aucun signe stipulant qu'elle est mal intentionnée. Elle est différente de la Go-hyeon qu'il a connue et qui a traversé beaucoup d'épreuves. Et elle est quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Bref, Eunhye demande à notre protagoniste s'il étudie pour l'examen final du lendemain. Eh bien, il vient de recevoir l'adresse du lieu de l'examen, donc il regardait en avance. En plus, il a recueilli des informations pour qu'il puisse passer l'examen sans problème tous les deux. Suite à ces mots, il reçoit un merci. Un merci de la part d'Eunhye qui le remercie sincèrement pour tout ce qu'il a fait pour elle et leur fille jusqu'à maintenant. Eunhye, c'est la première fois que je te vois boire. Es-tu ivre? Toi! J'étais vraiment sérieuse. En tout cas, notre protagoniste ne sait pas pourquoi elle le remercie, mais il ne serait pas trop tard pour le lui dire après l'examen. Et avec ses compétences, l'examen va être fini rapidement. Aussi, il ne sait pas quand il a commencé à parler ouvertement, mais il a fait face à des expériences qu'il n'avait jamais vécues, même avant sa régression. C'est finalement dans les montagnes de Gwanak que va se dérouler l'examen final des chasseurs. L'objectif est de nettoyer un donjon pour débutants qui leur aura été attribué et qui plus est avec 2 autres candidats sélectionnés aléatoirement. La note dépend de comment les candidats coopéreront et de ce qu'ils apporteront à leurs compagnons. Parce que leur contribution décide s'ils auront une récompense ou non. Alors obtenir une récompense est généralement le critère pour réussir à l'examen. Et donc les groupes sont formés. Il s'agit de notre protagoniste, Lee Seo-jun, et de 2 autres candidats, soit Heo Man-soo et Kang Da-hyo. À eux 3, ils vont passer cet examen qui consiste à nettoyer un petit donjon pour débutants. Alors ils disposent de 3 heures et pourront utiliser qu'un seul type d'arme, et uniquement le matos fourni par les examinateurs. Et pour finir, ils ont 30 minutes pour faire connaissance et choisir leur meneur. Heo Man-soo est certainement un mage, une des classes les plus rares. Mais malheureusement, Seo-jun ne se souvient pas de lui. Cependant, il se souvient même très bien de Kang Da-hyo avant sa régression.
C'est un des chasseurs qui utilise ses poings à la place d'armes classiques et dire qu'il rencontre assez vite celui qui se fera appeler roi du poing dans le futur. Je pense que nous devrions discuter de notre positionnement et de notre stratégie avant le début de l'examen. Est-ce que l'un d'entre vous a des idées? J'ai le sentiment que je vais être encore le meneur du groupe. Après leur réunion, ils ont enfin décidé de leur rôle. Mansu sera à l'arrière vu qu'il a une grande portée d'attaque. Notre protagoniste comme meneur sera au centre pour donner les ordres. Et enfin, Daeho s'occupera de l'avant-garde. Enfin bref, avant de commencer le test, il y en a un qui fait et dit des conneries et n'a clairement pas envie d'y entrer. Il s'agit bien sûr de Mansu. Celui-ci veut clairement que Seo-jun et Daeho y vont premièrement pour vérifier si c'est safe avant qu'ils n'y entrent. Parce qu'il se croit indispensable et précieux pour eux vu que c'est un mage. Sauf que voilà, vu que ceux-ci vont finalement partir sans lui, il décide de les suivre, mais avec ses accessoires pourtant interdits par le superviseur plus tôt. Finalement, il casse tellement les couilles à notre protagoniste et à moi aussi, que bah voilà, celui-ci lui fout la peur de sa vie en lui manquant de peu avec une attaque mortelle. Et au moins de soucis, je te le dis pour la dernière fois, laisse tes accessoires ici. Tout ça s'est bien sûr passé sous le nez du superviseur qui est totalement impressionné par Seo-jun. Ça fait déjà un moment qu'ils sont entrés dans le donjon et toujours rien à part un énorme trou qui d'ailleurs les intrigue. Sauf que pendant que Seo-jun examine le trou, le petit con de Mansu glisse et tombe dans le trou. Cependant, il s'accroche à notre protagoniste qui essaie de l'aider avec Daeho. Mais malheureusement, qui vient d'arriver de nulle part, une fourmi dévoreuse qui emporte le pauvre Mansu avec elle dans le trou. Et donc sur le coup de l'adrénaline, ils suivent la fourmi et Mansu dans le trou. En y entrant, des messages apparaissent les informant qui sont les premiers à rentrer dans le donjon caché. Alors la quête spéciale commence et ils ont pour objectif de nettoyer le donjon des fourmis dévoreuses des cavernes. Ça va? Oui, ça va, merci. Tu as vu la notification à l'instant? Oui, elle disait un truc à propos d'une quête spéciale. Un donjon caché. On est rentré dans un donjon caché. Daeho a entendu dire qu'il arrivait qu'il y ait des situations inattendues durant l'examen, mais il ne pense que ça soit planifié par les organisateurs. En effet, la réaction de l'examinateur était vraiment étrange. Le donjon de la fourmilière d'avant la régression de Seo-jun n'avait pas de donjon caché. Que faire si c'est dû à l'effet papillon? À cet instant, un cri parvint jusqu'aux oreilles de notre protagoniste et de Daeho. Il s'agissait de la voix de Mansu. Du coup, Daeho se met à paniquer et notre héros lui fait savoir qu'il ira bien pendant un moment. Car les fourmis dévoreuses ont pour habitude de stocker leur nourriture vivante. Mais s'ils attendent l'arrivée de l'examinateur, alors... Notre protagoniste lui coupe la parole en disant que l'entrée des donjons cachés est bloquée pour les gens qui y entrent pour la première fois. Donc il doute que l'examinateur puisse les rejoindre. Intérieurement, Seo-jun est sûr que Daeho s'inquiète parce que c'est un donjon qui n'a jamais été nettoyé avant. Et deux candidats doivent le nettoyer seuls. Mais il y a une raison pour laquelle il tente ce pari désespéré. Son objectif est d'obtenir la récompense accordée au premier qui nettoie un donjon caché, un élixir. Après que le donjon a été nettoyé, celui-ci récompense les chasseurs de diverses manières. Parmi eux, il est possible d'obtenir un élixir accordé au premier à nettoyer le donjon, car il a pour effet d'améliorer les stats des chasseurs. C'est une drogue miraculeuse que chaque chasseur souhaite obtenir. Même s'il a l'air d'un papillon de nuit attiré par le feu, si l'un est le roi du poing et l'autre un retourneur, alors ça change tout. Même si c'est dangereux, on doit tenter de le sauver si possible. Sauver, protéger ceux en danger. C'est ça que ça signifie d'être chasseur. Tu as raison. J'ai honte d'avoir hésité. Mais tu peux me parler normalement, tu sais. Je suis plus jeune que toi. C'est dingue. Il est exactement le même qu'avant ma régression. En tout cas, il laisse le rôle de meneur à Seo-jun et il peut l'appeler Yang. Dans ce cas, qu'il commence l'exploration du donjon, la caverne des fourmis dévoreuses. Une fourmi les attaque, mais se fait détruire par Daeho. Celui-ci demande d'ailleurs comment ça se fait que les fourmis puissent bouger même après leur mort. Alors notre protagoniste l'explique qu'il s'agit de fourmis fantômes, des monstres qui sont devenus des morts vivants après s'être dévorés par les fourmis dévoreuses. De plus, il se demande où sont toutes les fourmis qui sont supposées être là.
Mais contrairement à ses inquiétudes, le combat se déroule plutôt bien. Ça n'a jamais été aussi facile. Mais question bête. Est-ce qu'il a gagné une force surhumaine parce qu'il était nerveux d'entrer dans le donjon pour la première fois? Young, il y en a deux derrière. Celui-ci se retourne alors immédiatement et les détruit instantanément. Cette facilité, est-ce grâce à Seo-jun? À chaque attaque surprise, une lance apparaît et Seo-jun donne un ordre. Il apparaît et les sort de cette situation. C'est comme s'il avait l'habitude des champs de bataille. 3 à droite. Bien reçu. Il est vraiment fiable. Les fourmis fantômes utilisent la mousse luminescente pour attirer les fourmis de pierre et les manger. Telles sont les explications de notre protagoniste vis-à-vis de Daeho, qui pensait justement qu'il y avait de plus en plus de mousse. Mais si Seo-jun a raison, il n'aurait pas tardé à arriver à la salle du boss, et il est aussi sûr que Mansu y est. Quand bien même Eo Mansu est un enfoiré, j'espère qu'il va bien. Daeho recule! C'est trop tard. En effet, c'était trop tard car celui-ci se fait soulever par la fourmi dévoreuse et heureusement celui-ci a encore un morceau parce qu'il s'est entouré de mana. Mais il pense qu'il ne va pas tenir longtemps. C'est alors que notre protagoniste attaque le monstre entre ses jointures, mais c'est dur. C'est différent du mannequin golem et de son armure. Son corps est vraiment résistant. Qu'il réfléchisse au point faible de la fourmi dévoreuse. Il s'est déjà battu plusieurs fois contre des monstres et il a fait beaucoup d'efforts pour se souvenir de chacun d'entre eux. Trouvé! Notre protagoniste bondit alors sur le monstre avec sa lance infusée de mana et découpe son œil et son antenne gauche. Mais attends, qu'a-t-il découpé? Se demande Daeho, qui est soudainement relâché par la fourmi et qui n'avait rien vu. Son œil et son antenne? Seo-jun demande alors à celui-ci qui était au sol s'il va bien. En effet, il va bien et il peut se battre. Alors notre protagoniste lui dit d'écouter attentivement. Ils doivent le faire sortir du sol avant qu'il ne retourne s'y cacher. Car frapper juste ses yeux et ses antennes ne lui feront rien. Ils doivent attaquer son vrai point faible. Est-ce qu'il peut faire ça? Non, il doit le faire. Et il est sûr qu'il en est capable. Suite à ces paroles, Daeho ressasse le passé et ce passé où personne n'a jamais pu l'accepter tel qu'il est. Un chasseur sans armes. Et maintenant une lumière se dresse devant lui. Seo-jun, une personne qui le trouve exceptionnel et qui croit en lui. D'accord, je comprends. Je crois en toi. Seo-jun! Tu ne t'enfuiras pas. Getting away! La fourmi dévoreuse est alors entièrement soulevée du sol. Et quand Daeho constate qu'il n'a pas d'exosquelette au niveau de la partie basse de son corps qui était caché dans le sol. Seo-jun, je ne pense pas tenir plus longtemps. Bon travail Young. Je suis en présence du futur roi du point. Je ne peux pas l'achever de manière conventionnelle. Donc notre protagoniste saute sur le monstre et le tranche en deux. Il est alors le premier à nettoyer le donjon caché, caverne des fourmis dévoreuses. Il a complété la quête spéciale et il recevra les récompenses pour le premier nettoyage. Voyons voir. Lee Seo-jun et Uninim. Voici les licences qui attestent de leur statut de chasseur officiel. Et félicitations pour avoir réussi le test. Après beaucoup de retournements de situation, ils ont réussi l'examen et sont finalement devenus des chasseurs officiels. Même si c'est une étape qui change le futur, il ne doit pas oublier que ce n'est que le début, hein? Pourquoi le détecteur de mana s'allume quand il n'y a aucune alarme indiquant une faille imprévue? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Le sac? C'est de la magie? Une sucette? Qui utilise de la magie pour ça? Impossible. C'est exactement comme quand leur maison s'est effondrée et quand le taureau démoniaque a attaqué. La magie de Seola devient puissante au point qu'elle ne peut être contrôlée. Il fait désormais nuit et on retrouve notre protagoniste et sa famille dans leur appart. Et dire que c'était Seola qui utilisait la magie. En y repensant, notre protagoniste demande à Eunhye ce qui s'est passé exactement le jour où leur maison s'est effondrée. En fait, elle a demandé où était son père et elle a fondu en larmes quand Eunhye lui a dit qu'elle ne pouvait pas le voir. Ensuite, le bâtiment s'est écroulé. Alors c'était donc pour ça qu'elles sont venues le voir. Cette fois-ci, ça s'est seulement arrêté à des objets qui volent. Mais de ce que Seo-jun a vu plus tôt, le pouvoir de sa fille équivaut à celui d'un mage. Non,
elle sera capable d'utiliser la magie beaucoup mieux qu'un mage ne le ferait. Le problème est qu'elle utilise son pouvoir de manière inconsciente. Ça se déclenche en fonction de ses émotions. C'est seulement une hypothèse, mais il pense que les capacités de Seola commencent à s'emballer à la moindre émotion. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, que le mana de Seola devient trop puissant pour être contrôlé. Qu'est-ce qui va arriver à Seola? À ce rythme, quelqu'un va finir par être blessé et Seola sera en danger aussi. C'est pas comme s'il y avait aucun moyen de l'aider. Notre protagoniste savait que ce jour arriverait peut-être. Le pouvoir de Seola a explosé même avant sa régression. Il ne pensait pas que ça arriverait si tôt, mais une des raisons pour laquelle le mana de Seola devient sensible, c'est que le mana qui l'entoure n'est pas suffisant. Donc, ils ont juste à l'emmener dans un endroit où le mana abonde. Un endroit rempli de mana? Pas moyen. C'est vrai. Il existe 2 endroits remplis de mana. Les donjons où sont les terrains de chasseurs. Mais il est fou. C'est beaucoup trop dangereux. Qu'est-ce qu'ils vont faire si Seola est blessé? Mais lui aussi ne veut pas l'emmener dans un endroit aussi dangereux. Même si elle possède le talent pour devenir le boss final dans le futur. Pour l'instant, elle n'est qu'une enfant de 5 ans. Seo-jun va être forcé de la faire se confronter au danger juste pour empêcher le futur qui l'attend. Qu'est-ce qui serait différent d'avant sa régression? S'il la laissait prendre autant de risques, Eunhye est alors désolée parce qu'elle est sûre que notre protagoniste est arrivé à cette conclusion après avoir beaucoup réfléchi. Notre héros réplique en disant qu'il ne dit pas qu'elle doit se battre contre des monstres. Ils s'en chargeront, mais ils ont juste besoin d'emmener Seola après. Mais les donjons et les terrains de chasse sont possédés par des guildes ou l'association. Eunhye ne sait donc pas s'ils les laisseront entrer. Il n'y a aucune chance qu'ils acceptent même s'ils ont perdu l'esprit. S'il y avait quelqu'un qu'ils connaissaient qui possède des donjons et des terrains de chasse... essayons de demander de l'aide. Quelques instants plus tard, ils sont désormais à l'entrée de la maison de l'épée Goryo. Ils sont peu à peu accueillis par Yeon. À ce moment-là, Seo-jun annonce à celle-ci qu'ils auraient une faveur à lui demander. Mais avant ça, elle propose qu'ils continuent après les escaliers. Après les escaliers? Ça faisait longtemps. Après avoir marché 3 km d'escalier, Seo-jun et Eunhye sont totalement épuisés, à l'exception de Seola qui pique un de ses meilleures sommes parce qu'elle était sur le dos de Yeon tout le long. En tout cas, cet endroit contraste tellement avec l'extérieur. Quand quelqu'un entre dans la maison, tout a l'air moderne. Mais de l'extérieur, on dirait des anoks traditionnels. Bref, qu'il passe à autre chose. Eunhye se demande pourquoi Seo-jun voulait voir Yeon. Et elle ne pense pas qu'elle puisse être la petite fille du grand saint de l'épée. Les gens qui viennent de devenir chasseurs ne le savent pas. Et c'est pas comme si elle était devenue chasseur pour être connue. Et elle ne l'a jamais vraiment annoncé. Vous êtes venu pour une faveur, c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Vous voulez dire les terrains de chasse de la montagne de l'épée Goryo? Oui, je sais que vous avez des terrains de chasse pour les entraînements. Les failles sont classées en 3 catégories principales. Celles qui font apparaître des monstres qui disparaissent, les failles parodiques, et celles qui détruisent des lieux pour créer des donjons, les failles corrosives. Et enfin, l'exact opposé de la faille parodique, une faille qui ne disparaît pas et relâche des monstres à intervalles réguliers, les failles permanentes. C'est dans cette zone qu'un bon nombre de failles est apparu. Est-ce que ce serait possible d'utiliser le terrain rien que pour eux deux? Demande Seo-jun à Yeon, qui pense pouvoir le faire. Elle va trouver un moment pendant lequel le terrain n'est pas utilisé. Elle doit rendre l'appareil car ils l'ont présenté à Sheolé. Elle va donc aller demander s'il peut y accéder dès maintenant. Notre protagoniste avait peur qu'il y ait des conditions, mais quel soulagement! Alors que Yeon s'était éclipsé depuis déjà un moment, une personne arrive dans la salle où se trouve notre protagoniste et sa famille, en leur demandant s'ils savaient où était Yeon, car elle a un invité. Cet invité était Sang Soo-yoon. Regardez qui voilà, Oh-ying, l'aspirant chasseur de la dernière fois. Ce serait étrange que ce snob retienne mon nom. Mais attends, pourquoi est-il là malgré les paroles de Yeon la dernière fois? On dirait que ce n'est pas la première fois qu'ils se rencontrent vu leur attitude. Avant de partir, toi, là-bas, aspirant chasseur, allons parler.
Une fois à l'extérieur, notre protagoniste est déçu de ne pas être le propriétaire des lieux pour dire à cet enfoiré de dégager. Mais celui-ci a un but très précis. La récompense pour être le premier à avoir nettoyé le donjon d'un magasin en ruine. Il est venu pour avoir sa part. Sa part? C'est quoi ce délire? Se demande Seo-jun. Soo-yoon ajoute que le chasseur qui découvre un donjon a l'autorité de le prendre d'assaut en premier. Bien qu'il comptait y aller après l'ouverture, notre protagoniste, Eunhye et Hee-yeon sont rentrés et ont nettoyé le donjon sans accord de sa part. Et pire encore, c'est qu'il y aurait eu des problèmes si les rumeurs selon lesquelles 2 des personnes qui ont nettoyé le donjon étaient des élèves candidats. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Que veut-il dire par là? Tout le monde a le droit de prendre d'assaut un donjon qui apparaît pour la première fois. Notre protagoniste pense avoir le droit de discuter avec lui. Il doit juste lui donner sa récompense. Lui, en tant que chef de la guilde des chevaliers, il est une célébrité avec une bonne réputation. Donc rien de bon n'arrive à ceux qui deviennent ses ennemis. Encore moins pour un chasseur novice qui n'a aucun soutien ou réputation. Soo-yoon était si effrayé à l'époque, réplique Seo-jun. Alors il montre enfin son vrai visage. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qui est celui qui continue à taper sur les nerfs des autres? Il était dans une situation tellement dangereuse là-bas et il est celui qui s'est enfui. C'est un enfoiré de lâche. Il ne tolérera aucune remarque de la part de notre héros. Je peux comprendre pourquoi Go-yeon a dit ce qu'elle a dit l'autre fois. Tu n'es pas qualifié à être chasseur. Hee-yeon fait éruption dans la salle où se trouvaient Eunhye et Seo-jun pour les annoncer qu'elle a eu la permission. Là, elle constate que notre protagoniste n'est plus là. Du coup, Eunhye lui fait comprendre qu'un certain Sang Soo-yoon est venu et ils sont sortis parler. À part ça, cette dernière semble très inquiète au sujet de celui-ci. Depuis qu'il a commencé à s'entraîner, il court dans tous les sens sans se reposer. Elle a entendu dire qu'il a fait des recherches sur le terrain toute la nuit de la veille aussi et donc elle a peur qu'il se surmène trop. Au même moment, à l'extérieur, Soo-yoon charge son épée de mana et fonce sur notre protagoniste. Néanmoins, celui-ci ne se laisse pas faire aussi facilement. Il repousse directement son assaillant qui en est tout abasourdi. Il devrait être aussi celui qui attaque en premier. Il a même du mal à prendre le dessus sur Seo-jun qui pense d'ailleurs qu'il n'est pas seulement un chasseur prétentieux. Non seulement il est rapide et a des réflexes incroyables, ses techniques d'épée sont aussi extraordinaires que agiles. Mais puisqu'il est toujours un débutant qui n'a pas fait ça pendant plus de 10 ans, il n'est pas encore assez bon. Mais pourquoi notre héros se bat avec ce genre de gars sérieusement? Il a compris. C'est parce que s'il est venu voir Hee-yeon et lui pour la récompense du donjon, il est sûr qu'il trouvera ensuite Eunhye. Ce gars qui mélange sournoisement les mensonges avec la vérité est une menace pour la mère de son enfant. Dans le pire des scénarios de la recruter au sein de sa guilde, si cela arrive, alors les choses seront comme avant la régression de Seo-jun. Il doit réussir pour qu'il ne puisse pas la chercher à nouveau en le battant ici et maintenant. Quoi? Est-ce que j'en ai trop fait? Pourquoi cela arrive-t-il maintenant? À ce moment-là, Soo-yoon comprend immédiatement que celui-ci a abusé de son mana et est donc en manque. Il a donc eu de la chance sur ce coup-ci. De la chance? Il lui est impossible d'admettre qu'il a été repoussé par un chasseur novice comme notre protagoniste. Mais peut-être, il peut s'en débarrasser maintenant et le cacher en disant que c'était un accident durant un entraînement. S'il donne de l'argent de temps en temps pour couvrir l'affaire, il est sûr qu'il s'en sortira cette fois-ci. Celui-ci est désarmé immédiatement par le sang de l'épée avant qu'il n'ait pu commettre une abomination en affirmant que même si c'est un endroit où beaucoup d'entraînement se déroule, l'épée qu'il brandit maintenant a dépassé les bornes. Qu'il parte de là maintenant. Suite à ça, il est retrouvé par sa famille et Hee-yeon. C'est alors que le sang de l'épée lui donne un conseil. Bien que conduire son adversaire dans une impasse est l'une des stratégies qui peuvent être utilisées, on dirait qu'il s'est aussi conduit dans une impasse. Bien que ce soit une bonne idée d'être plongé dans l'entraînement, qui n'oublie pas que le repos en fait partie. Si c'est à cause du terrain, le sang de l'épée les donnera la permission d'y entrer à un moment donné. Donc il lui ordonne de se reposer. Dans une forêt, Eunhye lui demande s'il va désormais bien. Eh bien, grâce à elle, il est dans un meilleur état maintenant. Il ne s'attendait pas à dormir 2 jours entiers. Dès à présent, le plus important est leur bataille actuelle. Contrairement au donjon, le terrain ne déclenche pas l'alarme, hein? A-t-elle bien regardé les notes qu'il a écrites?
Bien sûr, elle a compris les notes, alors ils devront être capables de les nettoyer sans souci. Sinon, où est Seola? Eh bien, Hee-yeon s'occupe d'elle à l'entrée. Dans ce cas, ils peuvent se détendre et se concentrer sur le combat, qu'ils en finissent au plus vite, car Seola la manque. Eunhye est tellement jalouse de Hee-yeon. Même à un moment pareil, elle s'amuse sûrement en jouant avec Seola, n'est-ce pas? Si maman ours et celui qui tient la canne c'est papa ours, ça c'est Seola ours, le lapin c'est joli Hee-yeon. D'après l'état de la Lampamana, on dirait qu'il n'y a plus de survivants de personnes qui se cachent. J'ai tout vérifié de mon côté. Finissons de cacher les corps et allons récupérer Seola. Quelques instants plus tard, une personne appelle Hee-yeon en disant qu'elle est de retour et en demandant si rien n'est arrivé. Il s'agissait de Seo-jun accompagné de Eunhye. Ce n'est peut-être pas un gros problème, mais celle-ci ne sait pas si elle peut poser une telle question. Par hasard, est-ce que Seola serait une mage? Après une longue discussion avec Eunhye, Seo-jun et elle ont décidé de révéler à Hee-yeon que Seola peut utiliser la magie. Bon, seulement ils ne peuvent pas le nier ouvertement. Même s'ils le font, Hee-yeon n'est pas quelqu'un qui propagerait la vérité avec une intention malveillante. Étonnamment, celle-ci comprend qu'il est préférable de cacher la véritable nature de Seola. Et notre protagoniste ajoute qu'il le faut, sinon elle risque d'être traînée ailleurs. Et la Tour des Mages est obsédée par la recherche sur le mana. La Tour des Mages est une organisation composée de mages, qui sont des personnes rares dans le monde entier. C'est parce qu'ils possèdent un tel potentiel et qu'ils peuvent créer tellement de possibilités. Avant même de regresser pour ces mêmes raisons, ils ont utilisé leur influence et ont emmené Seola. La raison pour laquelle notre protagoniste essaie de stabiliser le mana de sa fille est aussi pour éviter leurs recherches. Après mûre réflexion, Hee-yeon décide de les suivre sur le terrain, car ils ne savent pas si des gens s'y cachent. Si c'est pour Seola, alors faire autant n'est rien pour elle. En plus, être 3 est mieux qu'être 2. Elle veut aussi profiter de cette occasion pour montrer sa nouvelle technique. Tout est tellement brillant. Elle parle du mana. Pourtant, on ne peut pas vraiment le voir dans l'air. C'est joli ici. Je me sens beaucoup mieux. La lumière de la Lampamana a baissé. Alors que l'atmosphère était enfin détendue, un bruit familier ramène notre protagoniste à la réalité. Ce son... Tout le monde, courez vers la sortie! Mais pourquoi la sirène sonne alors qu'ils sont sur le terrain? Demande Eunhye en courant. Normalement, c'est le bruit pour annoncer l'apparition d'une fissure. Soudain, la sortie se retrouve bouchée par un tas de pierres et là, un message apparaît, annonçant l'apparition du boss de terrain. Une quête inattendue commence et ils doivent chasser le boss du terrain, le golem de la montagne. Seo-jun ordonne alors à Eunhye de rester à l'écart du boss autant que possible. Puisqu'elle est la plus rapide, il est sûr qu'elle peut protéger Seola en toute sécurité. Notre protagoniste est venu là après avoir confirmé qu'il n'était pas encore temps pour le boss de terrain d'apparaître. De plus, ces boss-là n'apparaissent pas seulement comme ça, et celui-ci pourrait avoir été attiré par le mana. Celui-ci attaque alors violemment notre protagoniste et sa troupe sans pour autant les avoir. Le golem de montagne est un monstre qui enveloppe son noyau avec les pierres qui se trouvent à proximité. S'ils l'attaquent sans conviction, ils ne feront que attirer son attention sur eux et ils réussiront encore moins à le blesser. Ils doivent trouver l'endroit où ils peuvent attaquer pour le défaire en une seule fois, c'est-à-dire son noyau. Les endroits les plus communs où se trouve le noyau sont en haut de sa tête, soit dans son cou. Parce qu'ils l'attaquent précipitamment, ils attireront son attention. Ils doivent maintenir leur position et trancher son noyau en même temps. Alors que Seo-jun exécutait finement ses actions et était désormais sur la tête du golem, il est soudainement arrêté par une sorte de tremblement de terre. Mais en fait, il s'agissait du monstre qui s'était mis à nouveau à marcher. Il se dirigeait vers Eunhye et Seola qui traçaient comme Usain Bolt. En effet, comme il est attiré par le mana, son attention est forcément portée vers elle. Plus précisément sur Seola qui en a énormément beaucoup. Ayant constaté la situation, Seo-jun décide finalement d'attaquer le monstre étant donné qu'il était déjà sur sa tête. Mais qu'est-ce qu'il fait? S'il fait ça, l'attention du golem se dirigera vers lui et Hee-yeon. Eh bien, avant qu'il ne s'intéresse à Eunhye, il doit s'en débarrasser. Donc, qu'elle le taillade maintenant. Et on doit alors se concentrer. Elle ne doit pas se précipiter et le taillader n'importe comment. Autrement, elle pourrait encore rater.
Elle doit se souvenir de ce sentiment à l'entraînement et attaquer prudemment avec précision. Celle-ci découpe alors majestueusement le monstre et en est toute fière. Mais elle se fait tirer par Seo-jun du monstre en fuyant à toute vitesse. Mais nul besoin de se précipiter vu qu'il est déjà mort. Seulement elle se trompe. Notre protagoniste lui fait savoir qu'il est encore vivant et qu'il bouge. En fait son noyau n'est ni sur sa tête ni sur son cou. Et donc jusqu'à ce qu'il le trouve et qu'il s'en débarrasse, ce dernier va contre-attaquer et se régénérer à chaque attaque. Malgré leur effort considérable pour s'échapper des griffes de ce monstre, ils se retrouvent dans sa main et là ils s'apprêtent à les écraser et ça ils ne peuvent pas l'éviter. Il est stoppé dans son action par quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Un ourson de glace? Quelques instants auparavant, Eunhee et Seola avaient réussi à se cacher dans les bois grâce à l'attaque de notre protagoniste qui a causé un énorme bruit. Mais celui-ci et Hee-yeon sont sûrement en danger. Là, Seola demande à sa maman si le golem est un méchant monstre. Parce que son papa et Lapin Uni, enfin Hee-yeon, se battent contre lui. Bien évidemment que oui, c'est pourquoi elle-même doit aller les aider. Dans ce cas, elle aidera aussi. C'est ainsi que Seola créa ce ourson de glace pour prêter main forte à son papa. De retour dans le présent, notre protagoniste se demande bien d'où vient ce monstre de glace. Serait-ce la magie? En tout cas, les mouvements du golem ont été restreints. Donc il propose à Hee-yeon d'utiliser cette chance pour se sortir de là. Quoi qu'il en soit, il est sûr que c'est la magie de création. Et la seule personne ici qui peut utiliser ce genre de magie est... Seola. L'ourson de glace reçoit une puissante gauche de la part du golem de montagne qui le propulse tout droit sur un rocher. Impossible, se dit Seo-jun, en ajoutant que ce ourson de glace est seulement gros. Il n'a pas de pouvoir et ne sait même pas se battre. À ce rythme-là, ce sera juste un combat à sens unique. Enfin, c'est ce qu'il pensait. L'ourson créa alors une arme pour contrer la deuxième attaque du golem et le repousse. Mais attends une seconde, ce ourson de glace, il ressemble beaucoup à Seo-jun. De son côté, celui-ci a découvert l'emplacement du noyau du monstre et en a profité pour le transpercer, détruisant ainsi son noyau. Ils ont vaincu avec succès le golem de la montagne, le boss du terrain de la région. Ils ont donc complété la quête inattendue. De retour chez eux, Seo-jun et Eunhee sont rassurés par Hee-yeon à travers un coup de fil qu'elle fera en sorte que rien ne soit mentionné dans l'accident de la région rocheuse. Elle n'en a peut-être pas l'air, mais elle est quand même la petite fille du sang de l'épée. Alors qu'ils arrêtent de s'inquiéter. Après l'appel, Eunhee demande à Seo-jun s'il est blessé autre part. En effet, c'est le cas. Mais ce sont des blessures légères, alors c'est pas bien grave. Mais en fait, où est Seola? Eh bien, elle dort. Elle doit être morte de fatigue, réplique Eunhee. Seola doit être extrêmement fatiguée après avoir créé l'ourson de glace. Elle dort encore même après qu'il soit rentré chez eux. Pensez qu'elle créerait quelque chose avec de la magie plutôt que d'invoquer quelque chose. L'invocation est appelée familier avec le mana en tant que prix. Mais ce que Seola a fait, c'est créer une toute nouvelle entité artificielle avec la magie. Appelée créer sont à des niveaux complètement différents. La fille de notre protagoniste pourrait être la plus forte du monde. Au même moment, du côté de Hee-yeon, une voiture est garée devant elle juste au début des 3 km d'escalier et des gardes du corps étranger y sont debout. Tout de suite après, elle se demande qui ils sont, étant donné qu'ils ne semblent pas être des connaissances de son grand-père. Mais peu après, la portière s'ouvre et là une personne s'excuse pour la surprise occasionnée avec ses gardes du corps. Mais il a quelque chose à lui demander. A-t-elle un peu de temps? C'est là. Est-ce que tu te souviens de l'énorme ourson de glace que tu as fait? Elle ne l'a pas créé débilement? Comment cette magie s'est-elle manifestée alors? C'est un peu incertain de dire que c'est à cause du mana, étant donné qu'il était déjà stabilisé. Eh bien, je voulais gronder le méchant monstre. Cela pourrait être... un visiteur? Eunhee, je m'en occupe. Son téléphone sonne au même moment et c'est Hee-yeon qui l'appelle. Et quand celui-ci décroche, elle lui demande là où il est actuellement. C'est qu'il répond en disant qu'on dirait qu'il a un visiteur, donc ils parleront plus tard. Mais Hee-yeon lui demande d'attendre, car un mage de la tour des mages est parti le voir. Apparemment, quand il chassait le golem de la montagne, l'énorme quantité de mana a déclenché le radar de détection des fissures. À cause de ça, ils ont fouillé dans le registre des visiteurs
de terrain et ils enquêtent sur tout ce qui était présent. Notre protagoniste est alors figé de peur sous les appels Allo de Hyun. Et là, un message du système apparaît. Sa quête unique a été mise à jour et le premier malheur de Seola a commencé. Plus précisément, cette quête unique est de changer le futur, prévenant les 5 malheurs de Seola. Et le premier malheur à prévenir est de protéger Lee Seola de William Taylor. William Taylor? Donc la personne de l'autre côté de la porte est... Quelque chose ne va pas? Notre protagoniste réfléchit alors un moment, mais fait à son appel puis s'adresse à sa fille en disant qu'il y a des gens de la Tour des Mages qui sont à leur recherche à cause de ce qui s'est passé sur le terrain. Il pense que ce sont ces personnes à l'extérieur. Intérieurement, il se dit que plus il essaie de gagner du temps, plus elles seront méfiantes. La meilleure chose qu'il puisse faire maintenant est de faire confiance à son raisonnement. Seola, il y a quelque chose dont j'aurais besoin que tu fasses pour moi. William Taylor remercie notre protagoniste et sa famille pour leur coopération. Il se présente alors comme étant un mage de la Tour des Mages. Il ajoute que cela peut sembler soudain et angoissant, mais c'est une enquête demandée personnellement par l'association des chasseurs. Donc il sollicite généreusement son entière coopération. Notre protagoniste en est tout oui. Mais pourquoi il a fallu que ce soit William Taylor? Il était le directeur de la branche anglaise de la Tour des Mages avant la régression de notre héros. Même s'il ne connaît pas son titre maintenant, il est sûr qu'il est une personne extrêmement puissante. Un garde du corps vient au rapport pour annoncer qu'il n'y a rien dans la maison qui semble bizarre. Il doit sûrement être en train de vérifier les signes de mana dans la maison. Et heureusement, ce garde n'a pas dû remarquer le mana de Seola. C'était donc une bonne idée d'avoir demandé à sa fille de cacher son mana quelque part en elle. William continue son interrogatoire. Non seulement Seo Joon et Nye ont passé l'examen de chasseur avec brio, mais aussi ils ont déjà rencontré une fissure inattendue. Est-ce exact? Oui, reprend notre protagoniste. Est-ce qu'ils ont récemment visité le terrain de la maison de l'épée Goryo? Oui, ils l'ont fait. Ce sont eux deux qui ont chassé le monstre de terrain? Pas exactement. Ils l'ont chassé avec Hyun. Avec toutes ces réponses, William veut désormais aller droit au but en posant l'ultime question. Ils ont retrouvé la preuve d'une utilisation importante de mana, ainsi que quelques objets suspects sur le terrain en leur montrant les restes de l'ourson de glace. Après que l'ourson de glace ait battu le golem de la montagne, il s'est brisé en morceaux et a lentement fondu. Même si je veux être utile, il n'y a rien que je puisse trouver à partir de cette photo. Suite à sa propre examination, William en conclut qu'ils possèdent tous les deux un fort mana, mais pas au point où ils seraient capables d'utiliser la magie. Ils se sont sûrement trompés de chasseurs. Dans ce cas, il remercie notre protagoniste et sa famille pour leur coopération à l'enquête. Heureusement, tout est bien qui finit bien. Ils sont enfin soulagés et n'ont plus rien à craindre pour le moment. Seulement, l'onglet de quête est toujours marqué comme étant incomplète. Cela veut dire que le premier malheur de sa fille n'a pas encore été réglé. Ils ont surmonté la menace immédiate. Et si William Taylor avait remarqué le mana de Seola, aurait-il pu l'arrêter? Il est seulement à peine plus fort que la norme. Notre protagoniste a été impuissant face à lui et perdu sans être capable de faire quelque chose. Non, même si ce n'était pas William Taylor, il aurait perdu. Le fait que l'ennemi de Seola n'est pas juste la Tour des Mages et pourrait certainement devenir le monde entier. Juste parce que Seo Joon est légèrement meilleur que ceux qui l'entourent, il avait ignoré ce fait. Il doit devenir plus fort. Il a été très passif en utilisant les connaissances qu'il a du futur. Mais il ne peut se permettre de s'inquiéter pour ce genre de choses. Pour faire ça, premièrement, il doit aller la chercher. Une semaine plus tard... En utilisant cette opportunité, je prouverai à quel point les produits de notre entreprise sont dignes de confiance. On retrouve la jeune fille de la vidéo qui éprouve un petit sentiment de nostalgie face à cette vidéo. Son chauffeur lui demande si tout ira bien seul et celle-ci explique que ce n'est pas comme si elle n'avait jamais été dans un donjon auparavant. Et en plus, elle y va seulement à des fins promotionnelles. La voiture s'arrête alors et cette mystérieuse jeune fille descend du véhicule. Son nom est Ha Hiram, une fille d'un conglomérat de technologie de haute pointe. Alors on y va?
Une fois dans ce donjon, elle constate qu'il n'y a même pas un seul monstre en vue. Quelqu'un l'aurait déjà nettoyé? Elle a ses armes de poing et son équipement de défense prêt et son état est parfait. Alors pourquoi est-elle anxieuse? Le fait qu'il n'y ait personne et qu'il n'y a même pas un seul monstre en vue est bizarre. Hein? Il m'a fait peur. C'est un autre chasseur. Il a dû entrer avant moi. Je demanderai s'il y a des monstres à proximité. Hey, excuse-moi. Sale bâtard. Même s'il n'y avait rien à tuer, vous savez poignarder une personne. Peu importe le commanditaire, elle les tuera quand elle sortira de là, mais elle n'est pas sûre de pouvoir s'en sortir dans cet état. À ce moment-là, Seo Jun déboule comme une fusée pour exploser la colonne vertébrale de l'un. Tout à l'étonnement de Ha Hiram et du second assaillant qui se demandait d'où venait notre protagoniste. Il en profite pour essayer d'attaquer ce dernier, mais s'est fait malencontreusement assommer par notre héros. Hein? Qui es-tu? Moi? Je suis juste un chasseur de passage. Hi-Tech, l'entreprise la plus célèbre de fabrication d'armes à l'heure actuelle en Corée. Un conglomérat qui fabrique tout genre de marchandises que les chasseurs utilisent comme des armes, des équipements de défense et des fusibles. La personne que notre protagoniste a sauvée est la fille du PDG de Hi-Tech, Ha Hiram. Seo Jun a dit qu'il a eu une fille, alors elle l'a soupçonné. Non seulement il n'est pas son chevalier servant, mais aussi il est un homme marié avec un enfant. L'histoire de lui ayant une fille avec Yu Eunhye, celle avec qui il est sorti à l'université, est-elle fausse? Notre protagoniste a bien un enfant, mais il n'est pas marié. Il a aussi quelqu'un qui lui plaît, mais attends. Elle a enquêté sur lui. En fait, il répond correctement et il sait aussi fixer les limites. Ces informations apparaissent même si elle ne fait rien. Dans tous les cas, vu que notre protagoniste lui a sauvé la vie, Ha Hiram a pensé qu'elle devait lui donner une récompense. D'où sa venue là. Elle le paiera généreusement alors qu'il lui donne son numéro de compte. Mais ce n'est vraiment pas la peine, dit Seo Jun. Celle-ci insiste mais elle continue de refuser. Pour être honnête, c'est une offre alléchante. Un montant qui lui donnerait l'eau à la bouche serait versé sur son compte. Et il sera désormais capable d'investir dans différents endroits. Mais s'il accepte l'argent, sa relation avec Ha Hiram s'arrête là. Alors si je ne peux pas te donner une récompense, puis-je te donner un cadeau personnalisé? Un cadeau? Oui, 2 cadeaux. Son cadeau est une commission? Oui. Notre protagoniste peut décider d'accepter ou de refuser, après avoir lu la description bien évidemment. Le donjon de la tanière du tigre. C'est un donjon non nettoyé. Un nouveau monstre a été découvert là-bas. Ha Hiram avait donc prévu de choisir des gens pour y aller, mais un problème est survenu. Voici les résultats de l'équipe de préparation. 5 personnes, y compris les pilleurs, sont tous présumés morts. L'image a été extraite d'une vidéo filmée par un chasseur. Où êtes-vous les gars? Répondez-moi. On est ici. Aide-nous. 2 personnes. Attendez-moi. Là, j'arrive. C'est la dernière scène de la vidéo. Ha Hiram avait prévu d'y aller seul, mais comme son corps est dans cet état, c'est alors que Seo Jun propose d'y aller. Mais est-il fou? C'est un endroit où plusieurs personnes ont été anéanties en un clin d'œil. N'essaies-tu pas de me tester avec cette commission pour découvrir à quel point je suis fort? Si je vais tester, je devrais y aller à fond. Est-ce vraiment judicieux de l'envoyer seul? Demande un garde du corps à celle-ci. Eh bien oui, c'est ce que voulait notre protagoniste. Et c'est vrai qu'elle est en train de le tester. Et enfin, il n'a pas l'air de jouer la comédie. Je suis rentré. Bienvenue à la maison, papa. Pensez que la maison peut être aussi chaleureuse. Toute la fatigue que notre héros a accumulée en étant dehors est en train de disparaître. La fille la plus adorable au monde. Sa jolie femme. Non, sa jolie ex-petite amie. En fait, c'est étrange, peu importe comment il appelle Eunhye, alors qu'il laisse tomber. C'est alors que sa petite fille lui fait remarquer qu'il sent bon. Et ne comprenant rien, il demande à Eunhye de vérifier ce qu'elle fait automatiquement. Et après avoir bien reniflé, elle en conclut qu'il s'agit d'un parfum féminin. Seo Jun, tu n'utilises pas de parfum? Se pourrait-il à ce moment-là? Papa, tu as une liaison? Où diable as-tu appris ce mot? Lis Seo Jun, regarde par ici. Je suis innocent. Vraiment? Regarde mes yeux. Sont-ils les yeux de quelqu'un qui ment? Je vais tout miser sur ça. J'ai pas eu de liaison. On m'a accusé à tort. On dirait que tu dis la vérité. Ne sois pas nerveux. Qu'est-ce que je pourrais bien te dire? Pourtant, tu as l'air d'avoir beaucoup de choses à dire.
Papa, tu as survécu. La télévision est la source de tous les maux. Quelques jours plus tard, notre protagoniste est devant l'entrée de ce nouveau donjon. Là, il se demande si Hiram possède les droits de commission de cet endroit, étant donné qu'il n'y a personne là-bas. Le garde du corps venu avec lui remet les fusibles qu'il aurait demandé et en profite pour lui faire une remarque, qu'il n'a pas demandé de torche pour l'expédition. Mais ce n'est pas grave, puisqu'il n'en a pas besoin. Sur ce, il va commencer le nettoyage du donjon de la tanière du tigre. Notre protagoniste fait son entrée dans le donjon. En y entrant, il se dit que la plus grande caractéristique de celui-ci est son obscurité totale. Dans cette obscurité, même la lumière la plus brillante n'est pas d'une grande utilité. Mais malgré ça, il y a une raison pour laquelle il est confiant de pouvoir nettoyer ce donjon. Il ne pensait pas qu'il l'utiliserait là. Il s'agit d'un flocon de neige nocturne. C'est un élixir qui octroie une vision nocturne. Seo Jun a eu cet élixir dans le donjon caché du dévoreur de fourmis qu'il a nettoyé avec Deo. Il est donc finalement temps de l'utiliser, ce qu'il fit à la minute. Étant donné que ma fille m'attend à la maison, devrais-je faire ça rapidement? Un bon nombre de monstres attaquent notre protagoniste qui ne compte pas se laisser faire. D'envisager que ces monstres ont tué les chasseurs. Leur seule qualité redoutable est leur nombre. Ce n'est pas difficile du tout de les chasser seuls. Ils ne ressemblent pas non plus à ce que notre protagoniste a vu sur les images. Mais même s'ils sont faciles à battre, ils sont beaucoup trop nombreux. Soudain, la horde de monstres cesse immédiatement l'assaut contre notre héros qui se demande ce qui se passe. Là, il se met à entendre une voix appelant à l'aide. Hiram a dit qu'ils étaient présumés morts, ce qui veut dire que leurs morts ne sont pas confirmés. Il y a des chances qu'il y ait des survivants. Donc Seo Jun décide de s'approcher furtivement de l'endroit. D'après la réaction des monstres, il y a quelque chose là-bas. Mais pas seulement ça. Le chasseur dans l'enregistrement est mort en s'enfuyant et en criant. Alors ça doit être un monstre qui détecte soit le son, soit les vibrations. Il est alors surpris par un horrible monstre qui ne manque pas de l'attaquer. Bien sûr, celui-ci esquive rapidement pour attaquer à son tour la bête qui se met à hurler de douleur, criant à tue-tête que ça faisait mal. Là, notre protagoniste comprend que ce n'était ni le son ni les vibrations. Ce n'était pas un monstre qui avait besoin de détecter quelque chose en premier lieu. Il peut juste les attirer là et les manger. Un monstre qui peut imiter les voix et les apparences des humains qu'il mange pour attirer d'autres humains vers lui. Un imitateur. Je sais, tu me vois, n'est-ce pas? Il fallait que ce soit ce monstre dont les informations n'ont pas été écrites bien à détail avant sa régression. À cet instant, Seo Jun est violemment projeté contre le mur par ce monstre. Il pensait qu'il allait mourir là-bas. C'est beaucoup plus rapide qu'il ne l'avait prévu. Après avoir bloqué une autre attaque de l'imitateur, notre protagoniste en conclut qu'il a un corps très fragile, étant donné qu'il saigne déjà. Il a donc besoin d'une chance pour l'infliger une blessure fatale. Alors qu'il essayait de porter un coup fatal, notre héros non seulement n'y arrive pas, mais aussi est confronté à un nouveau problème. Et c'est quoi? Le monstre se met à imiter les voix de ses victimes jusqu'à tomber sur une voix qui n'est pas étrangère à Seo Jun. Il s'agit de la voix d'une petite fille ressemblant à Seola, hurlant papa et maman. Voyant son ennemi déstabilisé, l'imitateur décide alors de se métamorphoser en petite fille pour corser encore plus les choses. Là, la petite fille ne cesse d'appeler Seo Jun papa et ne cesse de le supplier de ne pas la laisser. Notre protagoniste ne doit pas réfléchir. Son esprit le sait, mais les émotions qui bouillonnent en lui ne sont pas quelque chose qu'il pourrait contrôler. Hein? Mais n'est-il pas mort? Se demande le monstre avec Seo Jun entre ses dents. En effet, celui-ci n'est pas venu sans préparation. Dans ce donjon, il est venu avec une combinaison note forsale qui lui a été offerte par Hiram. Si on infuse du mana à l'intérieur de ce dernier, il devient alors plus résistant que la plupart des autres types d'armure. Tu n'auras pas dû dépasser les limites. Ça fait mal! Le monstre est alors mis à terre par notre protagoniste. Il aurait résisté jusqu'à la fin, se dit-il, mais il doit le tuer au plus vite. Il doit le tuer avant qu'il ne commence à parler. Bien sûr, la bête se met à parler en prenant l'apparence de la petite fille ressemblant énormément à Seola. Elle déteste notre protagoniste. Elle le hait. Ce fut ses dernières paroles avant de se faire éliminer par un Seo Jun en larmes. Disant qu'il n'est pas Seola, même s'il mérite une telle rancœur, il veut les entendre de la part de sa fille et non de l'imitateur. Oui, c'est ça.
Tu ne dois jamais oublier ce sentiment. Lee Seo-jun. Et voilà les BG, c'est la fin de cette grosse vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Pour le coup, je n'étais vraiment pas seul pour la partie doublage, on a été plusieurs avec des potes et c'est grave sympa de le faire comme à mon habitude. Donc un gros merci à eux pour l'aide et n'hésitez pas à vous abonner, ça fait grave plaisir. Sans oublier le pouce bleu et moi je vous dis à très bientôt sur Raimanoa.